C'est un plaisir de vous accueillir pour ce 7e, je crois, colloque du groupe Agrica. Je remplace cette année mon ami Stéphane Soumier, qui vous aime toujours autant, qui m'a dit de vous dire bonjour, parce que je crois que chaque année, il vous a rencontré, il a animé avec beaucoup de bonheur, je crois, les forums précédents, les colloques précédents. Et il me donne la main aujourd'hui pour un nouveau thème tout aussi passionnant, tout autant d'actualité, qui s'appelle Nouveau Monde, Nouvel Avenir. Je m'appelle Philippe Bloch, j'anime sur BFM Business tous les week-ends une émission qui s'appelle l'entreprise BFM. Et on en est à la 11e saison, donc ça veut dire que ça fait 11 ans que j'accueille les meilleurs entrepreneurs français, les plus grands, les plus passionnants, qui nous racontent comment on réussit justement en tant qu'entrepreneur dans cette économie compliquée. Et je me réjouis cet après-midi de décortiquer un petit peu avec vous, d'essayer de comprendre ce nouveau monde dans lequel nous rentrons, cette mutation qu'on vit tous. On va évoquer bien sûr le mot de crise, on va voir que finalement ce n'est pas forcément le plus approprié. On a prévu de passer ensemble 2 heures, qui vont démarrer maintenant. Je vais avoir 2 tables rondes et le plaisir d'accueillir 7 invités dans ces 2 tables rondes. Dans un instant, on va regarder, vous allez voir un micro-trottoir. On a eu envie de démarrer un petit peu cet après-midi avec l'avis des Français sur ce monde qui bouge. Mais avant de le regarder ensemble, je vais appeler mes 3 premiers invités et je vous demanderai, si vous ne l'avez pas encore fait, de ne pas oublier de mettre vos portables en mode silence. Parfois, on l'oublie. Et je vais demander à mes 3 premiers invités de me rejoindre. Merci d'accueillir Philippe Chalmin, Olivier Pourriol et Pierre Sabatier. Installez-vous, messieurs, où vous voulez. On va mettre les projecteurs sur vous, le temps que je vous présente. Alors, Philippe, je ne sais pas si je peux dire que vous avez dit je suis le plus ancien. Moi, je vais dire le plus expérimenté de la bande. Hein, on va dire plutôt que le plus ancien. Le seul en cravate, d'ailleurs. Vous êtes professeur à Paris-Dauphine. Vous publiez chaque année le rapport Cyclope. Vous en parlerez sans doute, puisqu'on y trouve plein d'informations pertinentes par rapport au sujet de notre après-midi. Olivier, vous êtes auteur, écrivain. Je vais quand même dire philosophe, même si vous n'avez pas voulu, mais tant pis, parce que vous êtes aussi philosophe et qu'on a besoin de philosophie dans ce monde de brut. Et ce qui est intéressant, c'est que vous participez en ce moment au lancement, qui est d'ailleurs réussi, et c'est sympa de voir que même dans les médias qui doivent se réinventer, on peut encore créer des titres intéressants, des titres notamment papier, puisque vous participez à cette belle aventure qui s'appelle Le 1, qui est un hebdo, et vous nous raconterez peut-être d'ailleurs ce que vous y faites, puisqu'on y trouve des thématiques qui sont assez proches, en tout cas pour l'une d'entre elles, dont je sais qu'elle vous tient à cœur, qu'on va évoquer cet après-midi. Et Pierre Sabatier, vous êtes économiste, président et directeur des études de Prime View. Donc on a là 3 points de vue. La première table ronde, on va tenter d'essayer de comprendre, de savoir si on vit une crise ou si on vit, ce qui est d'ailleurs une des convictions, je crois, partagées au moins par 2 d'entre vous, que c'est fondamentalement une mutation profonde d'un monde à un autre. C'est compliqué de tirer finalement un seul fil, parce qu'on voit quand on interroge les gens de manière très spontanée sur ce qui change, tout change. Enfin, en tout cas, ils évoquent tous, et j'imagine que ça a été peut-être un peu monté comme ça aussi, parce qu'il y avait une grande diversité de témoignages. Mais on va y revenir, mais c'est un peu compliqué du coup de voir qui sont les moteurs réels du changement, vers quoi on va. On va peut-être commencer ensemble, Philippe, parce que quand on s'est appelés tous les 4 pour finalement évoquer un peu ce thème, vous avez été le premier à dire qu'on vit, je crois que vous avez dit, la 3e crise majeure du monde contemporain, à un moment particulier où la France justement perd un peu ses repères. Alors peut-être peut-on commencer par ça, et puis après on verra quelles sont les thématiques qui vous paraissent les plus importantes à approfondir. Oui, alors, 3e crise du monde contemporain, 1929, 1974, 2008. 1929, on n'a pas besoin de le rappeler, la Grande Dépression est une crise extrêmement profonde dont on ne sort au fond que par la Seconde Guerre mondiale. 1974, on l'a peut-être un peu oublié, parce que du point de vue macroéconomique, ça n'a été qu'une courte récession, ça a été le choc pétrolier, mais ça a été aussi symboliquement la fin des 30 Glorieuses, un moment où le taux de croissance qui avait été celui de l'Occident, qui roulait en moyenne à 4% par an, se trouve diminué de moitié. L'entrée dans un chômage qui n'est plus seulement conjoncturel, qui devient structurel. Et puis, soyons honnêtes, au travers de mai 68, de la remise en cause d'un certain nombre d'institutions. Donc 74, pour moi, est une crise majeure. Et qu'on a moins vu, semble-t-il, on l'a moins compris peut-être à ce moment-là. 2008, ça a été, du point de vue économique, la crise la plus forte que l'on ait connue depuis 1929. Mais 2008, ça n'a pas été une dépression, ça a été une très très grosse récession. C'est vrai que c'est peut-être la première fois, depuis que l'on a en tout cas des statistiques à peu près correctes, que le monde a été en croissance négative. Mais globalement, 2008 n'a pas été accompagné
de remise en cause structurelle profonde. Alors oui, on a montré du doigt les banquiers. Vous avez vu que les bonus sont revenus extrêmement rapidement à Wall Street, à la City ou ailleurs. La mutation peut-être la plus forte, c'est que c'est à l'occasion de la crise de 2008 que véritablement le centre de gravité du monde passe de l'Atlantique au Pacifique. Au moment où je vous parle, la première puissance économique de la planète, si je calcule le PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est en train de devenir la Chine. La Chine pesait 85% du PIB américain en 2011. On n'a pas d'éléments depuis, mais on peut imaginer, étant donné les différentiels de rapidité, qu'en ce printemps 2014, la Chine est en train de passer en tête, et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, crise de 2008, pour moi, ce n'est pas une mutation structurelle profonde, même si elle intervient dans un contexte général, ce qu'ont souligné d'ailleurs la plupart des gens que vous avez interviewés, de révolution technologique. Moi, ce qui me frappe, par contre, c'est que cette crise de 2008, elle a un impact particulier sur un espace géographique bien déterminé, qui est la France. Et paradoxalement, alors que certains de nos partenaires, ça y est, ont retrouvé leur niveau d'avant la crise. Aux États-Unis, le marché de l'emploi a retrouvé son niveau d'avant la crise en mai dernier. Vous le savez, l'Allemagne a retrouvé son niveau de production industrielle d'avant la crise bien avant. Nous sommes toujours derrière. Nous sommes toujours derrière. Et pour nous, la crise se poursuit. Et elle se poursuit parce qu'au fond, elle a été pour moi l'étincelle qui a mis en évidence quelque chose de beaucoup plus grave, qui est ce que j'appelle l'impasse, le bout de l'impasse du modèle français. Alors, modèle français, j'y pense parce que vous allez entendre tout à l'heure le fils de Michel Albert, et vous vous souvenez du livre que Michel avait écrit, Capitalisme contre capitalisme, dans lequel il mettait d'un côté le modèle anglo-saxon et de l'autre le modèle rhénan. Et j'avais toujours dit, mais entre les deux, je ne sais pas où mettre la France. Parce que la France, ce n'est pas le modèle anglo-saxon, ce n'est pas le modèle de l'économie de marché, le modèle finalement d'un libéralisme protestant qui, quand même, met en avant une certaine éthique du don et de la solidarité. Ce n'est pas non plus le modèle rhénan, le modèle germanique, parce que lui, c'est une économie du consensus, de la cogestion, avec une forte décentralisation. Le modèle français, il est improbable, parce que c'est un modèle, alors je l'appellerais gaulois, on va dire. Gaulois, c'est improbable, oui. Voilà, le petit... Mais c'est même pas le petit village, car dans le petit village, il y avait quand même un chef. Eh bien, le modèle... Autre sujet. Le modèle français... On va garder pour tout à l'heure, celui-là. Le modèle français, il s'est fondé sur un État centralisé, jacobin avant la lettre, de Colbert à Pompidou, avec une place centrale de l'État dans la société française, bien au-delà de l'économie, mais dans les rapports sociaux, dans les rapports entre les individus. Lorsque, dans les interviews, il disait « société de l'individualisme », nous avons toujours été une société de l'individualisme dans lequel les solidarités ne pouvaient passer que par le biais et que par l'intermédiation de l'État, parce que, alors, Perfit et Fukuyama l'avaient dit, nous ne sommes pas une société de confiance, tout doit passer par la sphère publique. Donc on a été un modèle exceptionnel d'une sorte d'économie mixte, mais beaucoup plus loin que les économies mixtes traditionnelles des 30 Glorieuses. Quand je suis méchant, je dis que nous sommes au fond la seule société soviétique qui ait réussi et qui n'est pas totalement implosée. Simplement, elle est aujourd'hui au bout. Elle est arrivée au bout. L'apogée du modèle, je le situe quelque part dans les années 70-80. Je ne définirai pas exactement. C'est le moment des grands services publics, des grandes entreprises que l'on va retrouver d'ailleurs dans la mondialisation. Je vous rappelle que la moitié du CAC 40 est passée à un moment ou à un autre dans l'orbite du public, mais qui aujourd'hui... ce modèle se trouve au bout de sa logique. Et c'est ça, finalement, que la crise de 2008 a mis en évidence. Paradoxalement, nous avons beaucoup mieux vécu la crise de 2008 qu'ailleurs. Oui, parce qu'il y a des amortisseurs sociaux.
si vous en souvenez, mais même au-delà des amortisseurs sociaux, en 2009, la France a eu la récession la plus faible de tous les pays de l'OCDE. Et paradoxalement, quand vous regardez la courbe de confiance des ménages, alors actuellement vous savez où elle est, un peu en dessous de la table, mais à l'époque, elle atteint son minimum à partir, je dirais, de juillet 2008. Et puis ensuite, elle ne cesse de remonter. Paradoxal, les Français avaient plus confiance alors même que tout s'effondrait autour d'eux, tout simplement parce qu'ils vivaient dans leur petite coquille. Nous n'avons fait en 2009 de mémoire que 1,5% de récession, là où l'Allemagne est à -5. Le problème, c'est qu'ensuite la rechute est beaucoup plus longue et surtout, elle s'éternise. Elle s'éternise, je termine simplement, elle s'éternise parce que... Je sens bien qu'il va falloir que je le maîtrise. Voilà. Elle s'éternise parce que c'est la crise des grands systèmes publics, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, parce que, si je reprends même quelques éléments de notre devise nationale, la fraternité, alors que l'on assiste au contraire à la montée des égoïsmes et à l'exil fiscal de bien des célébrités, l'égalité, alors que l'on voit une société de plus en plus inéquitable et où la fracture sociale est une réalité. Donc, mon diagnostic, à la limite, est beaucoup plus grave et sérieux et angoissé que le fait de gérer une simple petite crise avec quelques réformes d'ajustement qui sont nécessaires. Là, je dirais, France, ton modèle est en train de foutre le camp. Et paradoxalement, nos petits camarades allemands ont eu, vis-à-vis du modèle rhénan, quand même les mêmes états d'âme au début des années 2000. Et ils avaient sorti un rapport qui s'appelait Deutschland erware, Allemagne réveille-toi. Ils l'ont fait. Été à la base des réformes Schröder, etc. Oui, ils l'ont fait, vous l'avez dit quand on s'est parlé, au bon moment parce que l'économie était en croissance dans l'Europe et dans le monde. Le problème, c'est que nous, Frankreich, erware, je n'en sais rien, trop tard. France dort encore et elle rêve de la splendeur passée de son modèle et le réveil risque d'être quand même extraordinairement difficile. Merci beaucoup. Je m'arrête. Non, mais c'est exactement ce qu'il fallait pour lancer et nous déprimer dès le début. Donc c'est formidable. Non, on va continuer à analyser de manière objective la situation. Pierre, vous avez vous aussi une vision d'économiste, mais avec peut-être, c'est intéressant parce que vous avez utilisé beaucoup de fois, Philippe, le mot crise. Vous avez écrit récemment un papier pour dire qu'on n'est clairement pas en crise mais en mutation. Et pour vous, tout part de la démographie. Et donc, compte tenu de ça, ça va effectivement être assez difficile. Alors, je partage effectivement beaucoup des propos qui viennent d'être tenus. La réalité, c'est qu'effectivement, à la question « sommes-nous en crise ?», nous avons le culot de répondre « non, nous ne sommes pas en crise ». Pourquoi ? Parce que nous sommes plutôt en transition. La différence, quelle est-elle ? En réalité, lorsqu'on parle de crise, ça sous-tend qu'une fois que la crise est passée, l'état final redevient l'état initial. Ce qui nous permettrait de fait de simplement avoir à faire le dos rond pour attendre que la crise passe et revivre à nouveau sur les bonnes pratiques qui étaient les nôtres du temps des 3 décennies qui ont été quand même des décennies dorées, même si ce n'étaient pas les 3 ans glorieuses, 1980-2010. Eh bien non, nous sommes en transition parce que je dirais notre patrimoine démographique, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'on l'évoque trop rarement, en réalité la transition que nous vivons correspond à une mutation sociétale, une mutation en termes de pyramide des âges. Effectivement, on est au-devant d'une déferlante. Quelle est-elle ? Celle du vieillissement. En même temps, vous allez me dire, le vieillissement, il ne se fait pas du jour au lendemain, il a débuté depuis longtemps. Sauf qu'en économie, l'âge clé, lorsqu'on évoque le vieillissement, quel est-il ? Celui qui marque le décalage entre la notion de producteur et non producteur. En gros, c'est l'âge de la retraite, c'est l'âge de la cessation d'activité. Et pourquoi nous sommes en transition ? Et je crois qu'en fait, notre diagnostic est un peu brouillé entre tout ce qui relève du court terme, des excès qui avaient été accumulés jusqu'en 2007-2008. Je ne vais pas revenir sur les excès d'endettement, qui ne sont d'ailleurs pas que français, qui sont surtout anglo-saxons, mais aussi dans des pays d'Europe du Sud. Donc oui, on a eu des excès, et donc il faut aujourd'hui, et nous arrivons, je crois, en fait, au bout de la purge des excès qui avaient été accumulés en termes d'endettement, mais ça, concrètement, ça correspond à du conjoncturel. Derrière, nous avons à régler une problématique de transformation profonde de nos pyramides des âges, puisqu'on a ces cohortes de baby-boomers qui franchissent peu à peu et progressivement l'âge de la cessation d'activité. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça doit être structurant et ça doit faire partie absolument du diagnostic qu'on pose pour redéfinir le monde de demain ? Parce que savez-vous
ce que nous partageons avec les Japonais, les Américains, les Espagnols, les Allemands, les Italiens. Bien concrètement, il y a une chose étonnante qui est que notre comportement en tant que consommateur évolue de manière relativement stable en fonction de notre âge. De manière naturelle, ça s'appelle le cycle de la vie. Vos revenus progressent, de 20 à 45 ans, vos dépenses de consommation progressent. Entre 45 et 55 ans, vous êtes ce qu'on appelle à l'âge de la super-consommation. Vous avez plein de raisons de le faire. Vous avez des enfants qui consomment une partie des revenus que vous accumulez quotidiennement et mensuellement. Et après 55 ans, on constate, et c'est vrai partout dans le monde, et c'est stable dans le temps, une tendance à une baisse progressive, très calme, de la consommation des ménages qui dépasse l'âge de 55 ans, et surtout, après la cessation d'activité qu'on va assimiler à 65 ans dans notre monde, une baisse de plus en plus drastique, de plus en plus violente, de plus en plus brutale de la consommation des ménages. Je voulais commencer par ce propos, parce que ce profil de consommateur qui est stable dans le temps, uniforme, partout dans les pays riches, va être déterminant à partir de maintenant, parce que les cohortes de population qui explosent dans la plupart des pays riches, donc oui, la France a un problème, mais nous ne sommes pas les seuls à partager ce problème. C'est un problème de pays riches, c'est un problème japonais depuis le milieu des années 90. Ça a été le premier problème des Allemands au début des années 2000, et je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, parce que c'est intéressant de resituer les réformes allemandes qui ont été menées au début des années 2000 par rapport au reste du monde. Donc ce problème qu'on partage, il est fondamental, parce qu'il faut savoir que dans les pays riches, la richesse qu'on crée chaque année repose à peu près aux 2/3 sur la consommation des ménages, sur votre consommation, sur la consommation agrégée à l'échelle d'une population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, au regard simplement de notre évolution, de notre patrimoine démographique, la croissance qu'on était intrinsèquement, ce que nous avions dans nos tripes capables de sortir, tournait autour de 3%, 3,5%, 2,5% lorsque les années étaient faibles. Aujourd'hui, ce que nous avons inscrit dans nos tripes, au regard de notre patrimoine démographique, sont des régimes de croissance qui tournent beaucoup plus autour de 0,5, 1,5, 1,2, 0, 1% en fonction des pays. C'est fondamental. Donc nous vivons une transformation et nous sommes en pleine phase de transition d'un monde que je qualifierais d'expansion naturelle vers un monde qui tourne plus autour de la stagnation. Mais alors justement, c'est pas grave. Comment on fait à 0,5 pour faire des réformes de structure quand on ne les a pas faites là où il aurait fallu les faire il y a 10 ans? Eh bien, on ne fait pas pareil. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pareil. Concrètement, c'est bien ça, mais ce n'est pas qu'un problème politique, ce n'est pas qu'un problème de modèle. Je suis aussi créateur et chef d'entreprise aujourd'hui. C'est nous-mêmes, chefs d'entreprise, qui avons à renouveler nos anciennes pratiques. Parce que le concept de base, c'est lorsqu'on a 2,5, 3, 3,5, 4% de croissance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que le gâteau qu'on a tous ensemble à se partager augmente naturellement chaque année. Et ça a une tendance, malheureusement, à provoquer quoi? À provoquer une fâcheuse habitude de ne jamais régler les problèmes. Parce que simplement, nous avons les moyens de les mettre sous le tapis. C'est véritablement là la révolution qu'il faut mener, la révolution intellectuelle. C'est que nous n'avons plus les moyens, parce que la taille du gâteau à se partager ne baisse pas, ce n'est pas décliniste du tout, mais simplement va avoir tendance à stagner. Dans ce cadre-là, nous rentrons dans une société d'arbitrage. Il faut avoir le courage de prendre des décisions. Lorsque vous voulez privilégier un secteur d'activité, ça sera au détriment d'un autre. Lorsque vous avez un problème à régler, ça aura un coût. En gros, nous devons rentrer, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit homme politique, qu'on soit ménage également, dans une société où nous ne pourrons plus reporter les décisions. Donc, cette phase complexe et difficile à vivre en France, nous sommes dans la digestion. Pourquoi d'ailleurs plus difficile qu'ailleurs? On dit toujours parce qu'on a plus à perdre. Je ne crois pas que ça soit plus difficile qu'ailleurs. Les Allemands... Alors, j'en sais rien, je vous challenge, mais... Nous sommes peut-être un peuple particulier. En tout cas, nous aimons nous dire particulier, mais refaisons un petit peu un retour en arrière. Les Japonais ont été frappés par cette même transition au milieu des années 90. Le Japon est intéressant parce que c'est un laboratoire vivant de l'impact du vieillissement d'une population sur l'économie en général. Vous savez que le Japon est tombé en stagnation avec des fortes pressions déflationnistes depuis le milieu des années 90. Ça coïncide totalement avec ce que nous vivons, à savoir le passage d'une grande partie de la population vers cet âge de la cessation d'activité. Ont-ils mené les réformes? Non. Ils attendent. En quoi correspond cette attente? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le niveau de la dette publique japonaise? 240% du PIB. Je rappelle que la Grèce a fait faillite à 160. Dire concrètement, les Japonais depuis 15 ans font 9% de déficit public par an.
simplement parce que, ne réformant pas le système, eh bien, ils accumulent de la dette parce que lorsqu'un pays vieillit, les dépenses publiques augmentent naturellement et vous vous situez dans une situation où la dette publique explose. Ça se termine mal. On pourra reparler du Japon. Ailleurs, les Allemands, remarquable. Et là, il faut saluer quelque chose chez les Allemands, c'est ce courage qu'ils ont eu au début des années 2000. Alors, la notion de volontarisme me gêne un peu. Et après, on pourra en débattre après. Simplement, un mot sur les Allemands. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu le courage de poser un diagnostic fort. Ils ont su voir, au début des années 2000, qu'ils vivaient non un problème conjoncturel, mais un problème de fond, un problème structurel qui était celui du vieillissement de leur population. Le vieillissement de leur population les entraînait vers, une faiblesse intrinsèque très forte de leur marché intérieur, de leur demande interne, et deux, vers l'explosion des dépenses publiques liées à ce vieillissement de population. Ils ont réagi de deux manières. Bien sûr, vous le connaissez, ce sont les réformes, un allègement des dépenses publiques liées aux retraites, liées au marché du travail, parce que naturellement, elles auraient eu tendance à exploser, et ont été des tacticiens remarquables, puisque je rappelle qu'ils ont eu la chance, pour le coup, le courage et la chance de faire ces réformes au début des années 2000. Et vous savez à quoi ça correspond, le début des années 2000 ? Ça correspond à l'explosion littérale des pays émergents, pays qui ont eu besoin de construire des capacités de production, qui ont eu besoin de machines, etc. Ça tombe bien, qu'est-ce que savent faire le mieux les Allemands ? Plus que ça aujourd'hui, mais quand même, traditionnellement, des machines. Donc ils ont compensé la faiblesse intrinsèque qui était inscrite dans leur patrimoine démographique de la demande interne, de leur demande interne, par quoi ? Par des exportations. Et les Allemands ont changé. Au début des années 2000, les exportations allemandes sont au même niveau que les exportations françaises, 28% du PIB. Nous sommes toujours au même niveau. Aujourd'hui, les exportations allemandes représentent 53% du PIB. Bon, ils ont alors, remarquablement réformé ce système. Je me permets de vous interrompre parce que j'aimerais poursuivre pour qu'ensuite on débatte un petit peu avec une autre analyse, forcément avec un regard un petit peu différent. Vous dites en gros beaucoup de choses qui vont dans le même sens l'un et l'autre. Vous utilisez l'un l'autre le mot courage et le mot confiance. J'aimerais juste, avant peut-être de vous entendre, Olivier, sur ce que vous avez envie de partager sur cette évolution. Il y a d'autres sujets, je sais que vous l'évoquez, qui vous tiennent à cœur, notamment sur l'impact des nouvelles technologies et ce que ça change dans nos vies. Mais j'aimerais juste avoir votre regard un peu décalé, peut-être, sur ces deux notions de courage. Pourquoi est-ce que peut-être on en manque pour faire ces réformes ? Et de confiance, pourquoi la société française est-elle perçue aujourd'hui comme une société de défiance plutôt que de confiance ? Et est-ce que c'est ça, pour vous, la clé aussi de peut-être du rebond ou d'une réinvention du modèle ? Vous posez la question à moi ? Oui. Ça vous va pas ? Oui, non, non. toute question. Non, parce que c'est pas du tout mon domaine, là, tout ce que je viens d'entendre. Ça nous intéresse, dites-nous, votre regard décalé. Oubliez mes questions, allez. M'intéresse beaucoup parce que ça me met dans une position d'auditeur, bon, bien sûr, comme tout le monde dans cette salle, face à des experts qui ont une approche quantitative et économique. Et moi, quand je regarde le sujet, bon, c'est vrai que j'ai une formation littéraire, bon, j'ai fait un peu de sciences, j'ai fait un peu de maths, j'ai senti très vite que dans le système scolaire comparatiste qui était le nôtre, il valait mieux que je change d'orientation, et vers un nouveau monde, donc je me suis orienté. Alors, nouveau monde, nouvel avenir, pour moi, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire nouveau ? Et quand je vous entends, j'entends des phrases quantitatives qui décrivent la nouveauté d'une situation, qu'elle soit démographique ou qu'elle soit économique. Moi, la question, un nouveau monde, c'est un monde dans lequel on vit. Et c'est un monde qu'on arrive à se représenter. Et arriver à se représenter une nouveauté, c'est extrêmement difficile. Et c'est pourquoi on a besoin, en économie, par exemple, d'experts qui vous expliquent en quoi la nouveauté, vous ne l'avez pas perçue. Et vous ne l'avez tellement pas perçue que, d'une certaine manière, vous ne pourrez pas la vivre. Pour ma part, je n'ai aucun souvenir d'avoir vécu pendant l'année 2008 quelque chose de l'ordre de ce qui a été évoqué ici. Oui, c'est étonnant, pourtant on parle du passé, on parle de quelque chose que les Allemands ont vécu, que les Français ont vécu. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vécu ces choses-là. Donc la question plus générale, c'est une question philosophique, hein, de fait, qu'est-ce que le nouveau ? Pour qu'il y ait une nouveauté, il faut qu'elle soit perceptible. Et le problème aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un nouveau problème, c'est un problème qui date, hein, puisque par exemple Nietzsche disait il faut du temps, même à la lumière, et il faut du temps au tonnerre pour atteindre votre oreille. C'est-à-dire que le problème du nouveau, c'est sa perception. Et vous aviez également Hegel, hein, Hegel qui a écrit quelque chose de très très profond sur la Révolution française. Il décrit un état d'émiettement, un état de fragmentation des sociétés. Et il dit voilà, on observe une dégradation, un émiettement du monde ancien. Et qu'est-ce que le nouveau monde ?
Le nouveau monde, il est imprévisible, mais il va se dessiner en un éclair. Il y a cet émiettement qui est très progressif, et le nouveau monde se dessine en un éclair. Donc vous voyez, pour qu'il y ait un nouveau monde, il faut qu'il y ait un événement qui peut mettre du temps à apparaître comme tel, et un événement qui, même lorsqu'il s'est produit, va mettre du temps à être perçu comme un événement. Et Nietzsche disait, par exemple, pour lui, l'événement fondamental en Occident, c'était ce qu'il appelle la mort de Dieu. Il dit « Dieu est mort, mais personne ne s'en est aperçu ». Et donc ça met des siècles, si vous voulez. La nouveauté peut mettre très longtemps à être perçue. Je voulais simplement vous faire cette petite remarque, effectivement très, très décalée, si je peux me permettre. C'est votre job ici, cette table ronde. Donc c'est mon boulot, le décalage, donc je continue sur le... Sinon on n'aurait plus 3 économistes. Alors tout à l'heure, vous voyez cette fragmentation, je ne parle pas de la fragmentation du micro-trottoir, parce que c'est un effet de montage. Évidemment, si vous attrapez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez qu'est-ce qui est nouveau, il va vous raconter ce qui lui passe par la tête. Ce qui lui passe par la tête, c'est ce qui passe à la télé, souvent. Bon. Voilà, donc ça va très vite. Et vous avez une double fragmentation. L'information qui vous arrive, elle n'est pas vraiment pensée, vous n'avez pas le temps de la digérer, on vous demande de la recracher. En plus de ça, on va la monter, on va la refragmenter. Donc ça donne un effet un peu de sidération, un peu de fragmentation. Mais c'est vraiment le sujet. Le sujet, c'est la vitesse du changement, par exemple. Je vous dis, un changement, ça peut mettre du temps à advenir, ça met du temps à être perçu, mais là, ce qui est perceptible collectivement, c'est que ça va de plus en plus vite. Et si ça va de plus en plus vite, la question de l'avenir, vous voyez, même nouvel avenir, vous avez mis ça au singulier, un avenir, par définition, il est pluriel, puisqu'on ne peut pas le connaître. On ne sait pas ce que ça sera. Et l'impression que j'ai, alors je me suis inspiré d'un livre, je vous donne la référence, puisque nous, on n'a pas beaucoup de temps pour parler, mais vous avez beaucoup de temps pour lire. C'est un livre de Stuart Brand, B-R-A-N-D, ça s'appelle « L'horloge du long maintenant ». C'est sous-titré « L'ordinateur le plus lent du monde ». Donc pour moi, ce qui est vraiment nouveau, ce n'est pas véritablement le contenu de l'avenir. Nouvel avenir, moi je suis incapable de vous faire une prédiction, mais ce qui change, c'est la vitesse à laquelle les prédictions deviennent de plus en plus impossibles à long terme. Et dans ce livre, vous avez un passage très intéressant qui parle de l'usage des avenirs, de l'usage de l'avenir, comme un outil qui permet de rester ouvert. Parce que d'une certaine manière, l'avenir, on ne le vivra jamais. On vit toujours du présent. Vous êtes d'accord, on ne va pas se téléporter dans l'avenir, on n'est pas dans le retour vers le futur. Il dit donc, il faut faire une distinction entre les futurologues, ceux qui vraiment peuvent vous donner des outils de perception dans le présent, qui peuvent vous indiquer différents avenirs, et ceux qui se contentent d'être dans le futurisme, c'est-à-dire qui essayent de faire de la prédiction, de vous donner de la prédiction. Et ce qui apparaît dans ce livre très intéressant, c'est la nécessité de restaurer, dès notre présent, une inscription dans le temps très long. Vous voyez, pour percevoir une nouveauté, le paradoxe, c'est qu'il faut de la mémoire. Seul celui qui est conscient du passé va percevoir une nouveauté. Donc celui qui perçoit la nouveauté, ce n'est pas du tout celui qui est uniquement habité par l'avenir, c'est celui qui a un rapport long au temps, qui a un rapport qui est capable de changer de sens. C'est quelqu'un qui va passer par de la culture, qui va passer par la notion d'héritage, qui va se nourrir, qui va se tourner du côté des humanités. Et c'est ça qui va peut-être donner des outils pour percevoir ce qu'est vraiment la nouveauté. La nouveauté, elle n'est pas quantitative. Quand vous dites qu'il y a plus de 2,5%, il y a moins 3,4%, vous avez donc toujours le même outil. Voilà, c'est un outil de quantification. La vraie nouveauté, par définition, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas mesurable et elle est imprévisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, ça ne sert à rien d'être pessimiste, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, on ne peut pas le prédire. Mais comment faire pour avoir la possibilité d'avoir encore un contrôle de l'avenir? On ne peut pas le contrôler depuis le présent. Donc comment on fait? Eh bien, on remplace la question du contrôle de l'avenir par la question de la représentation de l'avenir et par la question de la responsabilité. On ne peut pas prédire ce que sera l'avenir dans 10 ans, mais on peut aujourd'hui se demander de quelle situation on est responsable et qu'est-ce qui peut supprimer l'avenir dans 10 ans. Vous voyez, on peut penser de cette manière-là. J'ai envie, presque, ça ne vous ennuie pas, de demander à Philippe Schallmann de faire l'exercice. C'est un bel exercice, Philippe. Attendez, juste avant que Philippe... Alors, en plus, ça va me donner la possibilité. Voilà, allez-y, de réfléchir. Le mode d'emploi du truc. S'inscrire dans le temps long, parce que la question, elle a pris un peu au dépourvu, donc laissez le temps à la pensée de s'élaborer. Je vais juste finir par une remarque. On parlait vous avez entendu vers la fin le côté un peu anxiogène, la référence à Google, à Amazon. La pieuvre. La pieuvre. Mais c'est vrai, c'est pire qu'une pieuvre.
Absolument. Ça, je voudrais que vous en parliez, effectivement. Parce que la pieuvre, vous savez que la pieuvre, au passage, hein, c'est une digression, la pieuvre, c'est l'animal qui représente la sagesse chez les Grecs. Hein, c'est la métisse, c'est la ruse, l'intelligence, c'est la ruse. Ça n'a rien à voir avec la pieuvre, parce que la pieuvre, on sait qui elle est, on sait où elle est, et elle est localement repérable. Ce qui est frappant dans, vous savez, ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire dans le prélèvement de données. Vous avez tous un téléphone portable, vous êtes tous mobiles, c'est-à-dire que vous produisez de la donnée en permanence. Et attention, vous n'avez pas besoin de vous connecter pour produire de la donnée. Votre seule présence dans cette salle, c'est-à-dire que vous êtes repérable comme étant fixe pendant 45 minutes, donne des informations. On sait où vous êtes, on sait que vous y êtes en même temps, on sait que vous avez peut-être le même profil, etc. On va pouvoir, à partir de ces données qui sont prélevées, même si vous avez l'impression de ne pas en produire, on va produire de la valeur. Et vous dites qu'on nous les vole. On va produire de la valeur. Qui produit la valeur? C'est vous. Vous produisez des données. Hein, comme les vaches produisent du lait, vous produisez des données. Ou comme les puits de pétrole produisent du pétrole, vous produisez du pétrole. Mais à la différence du pétrole, le pétrole, vous savez, c'est une ressource qui est limitée. C'est une ressource qui est en train de s'épuiser. Pourquoi le Qatar a compris qu'il fallait investir dans autre chose que le pétrole? Parce que le pétrole se termine. Ils investissent dans le foot maintenant. Mais à la différence du pétrole, plus vous produisez des données, plus ça a de valeur. Le problème, c'est que cette valeur n'est pas lisible par vous. Elle est lisible même pas par des humains. Elle va être lisible par des machines qui vont être guidées par des humains, par des grands mathématiciens qui actuellement, vous avez des génies mathématiques qui sont au service de ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire ces données, c'est une mine inépuisable qu'il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à connecter les données, à créer des algorithmes qui vont fabriquer de la valeur qui va être vendue. Alors, qui produit la valeur? C'est vous. Mais à qui revient cette valeur? Ce n'est pas à vous. Vous savez, par exemple, que si vous avez un compte Gmail, que Google vous offre généreusement, Google, c'est écrit en tout petit, a un accès illimité à votre correspondance. Donc, tout ce que vous écrivez, vous en ouvrez l'intimité à Google. Alors, il y a deux positions. Première, je n'ai rien à cacher et je préfère avoir un service que ne pas en avoir. Et puis au fond, que ce que Google va déduire de ma vie amoureuse? C'est pas ça la question. Vous produisez de la valeur sans être rémunéré. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Google, ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc la vraie question, c'est ça. On sent bien comme individu qu'on produit de la valeur. Mais vous vous souvenez de Marx, dans le Capital, Marx prétendait être le dernier philosophe. Pourquoi? Parce qu'il était là pour que la philosophie serve aux travailleurs aliénés à prendre conscience de leur aliénation. Il disait, voilà, la philosophie, c'est comme la chambre noire. La conscience, c'est la chambre noire de la réalité. Si vous prenez conscience que vous êtes aliéné, cette aliénation peut se retourner, peut se renverser, ça peut faire naître une révolution. Aujourd'hui, ceux qui produisent des données, c'est-à-dire tout le monde, vous y compris, ne sont pas conscients d'être aliénés, parce qu'ils ne sont même pas conscients de produire de la valeur, donc ne peuvent rien contre cette aliénation. Et, alors, bon, vous êtes en train de dire quoi, Olivier, en me disant Je suis en train de dire que la question de la valeur, c'est ça la vraie question de l'avenir. Et la valeur qui est quantifiable actuellement c'est-à-dire que les grands enjeux, par exemple, c'est la fiscalisation du prélèvement de données. Ça a l'air très technique, non, mais je comprends mais c'est la seule chose qui va permettre de rétablir le déséquilibre entre la création de valeur sans s'en apercevoir. Avant, c'était le travail qui produisait de la valeur. Maintenant, c'est le loisir. Un chômeur qui est chez lui toute la journée ou qui bouge, qui se promène, avec Facebook, avec Google, avec un portable, il travaille pour Google, il travaille pour Amazon, il travaille pour Facebook. Alors, si les chauffeurs se rémunéraient sans rien faire en produisant de la data, ils ne voudront plus bosser du tout, pour le coup. C'est un vrai sujet, ça. Eh ben, le chômeur, contemporain travaille sans s'en apercevoir. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui est intéressant. Mais n'est pas rémunéré. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez que celui qui travaille pour Google et Facebook soit rémunéré, ça se passe soit... Il faut le remettre au boulot qu'il arrête de produire du data. Non, il produira du data. Non, ça veut dire que vous parlez de la France. Par exemple, la France, on a des très grands mathématiciens en France. Bien sûr, les meilleurs. Ils peuvent se mettre au service. Dans le gouvernement, il va falloir les éclairer vraiment, parce que ce n'est pas des sujets qui ont l'air importants en termes de nombre d'emplois. C'est des sujets importants en termes d'avenir, et en termes de citoyenneté et en termes de production de valeur. Il va falloir fiscaliser le prélèvement de données. Ça veut dire affronter les Américains, ça veut dire remettre en question le traité transatlantique, ça veut dire renoncer à leur vente du pinard et des avions pour se battre sur le prélèvement de données.
Bon, il y a du boulot. Si on ne veut plus vendre notre pinard, on va t'embêter, mais on va quand même tenter le coup. Merci pour ça. Je vous signale juste, vous avez peut-être lu que la France vient de nommer ce qu'ils appellent un administrateur général des données sur le modèle d'un Chief Data Officer dans les grandes entreprises aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Effectivement, le data, c'est clairement l'or noir du 21e siècle. C'est en tout cas une tendance de fond. Gilles Babinet, s'il nous rejoint tout à l'heure, je l'espère, va pouvoir en parler aussi. Philippe, je reviens sur ma question. Si on se projette dans l'avenir selon le mode d'emploi d'Olivier et qu'on est économiste, quelles seraient les pistes qu'on pourrait imaginer pour que même s'il n'y a plus de modèle français, même si on est au bout, mais si on est près du mur, pour que dans 10 ans, on soit quand même content de ce qu'on a fait comme boulot? Alors, distinguons le cas français, et c'est vrai que je me suis focalisé sur le cas français, de l'évolution globale du monde. J'ai bien aimé ce qu'a dit Olivier, et ça fait tilt. Effectivement, l'émiettement progressif de l'ancien, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est indistinct. Et puis soudain, il y a quelque chose de nouveau qui éclate devant nous. C'est ce que nous vivons avec ce qu'on a appelé la mondialisation, ce mot qui explose à la fin du XXe siècle. Et en fait, alors moi je ne suis pas économiste, je suis historien à la base, en fait, c'est exactement ce que le monde avait vécu à la fin du 19e. Et là, je voudrais relativiser quand même, chers jeunes amis. C'est un petit peu... Bon, c'est vrai qu'Internet, c'est extraordinaire. C'est vrai que Google, le data mining, etc., et que ça peut faire peur, et que ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes de gouvernance. Mais il y a eu exactement les mêmes questionnements qui se sont posés aux alentours de 1860, lorsque furent posés les premiers câbles sous-marins. Aujourd'hui, nous maîtrisons le temps réel, mais à l'époque, on passait d'une information qui était une information qui mettait les semaines de navires nécessaires à une information qui mettait des minutes, des heures, s'il fallait déchiffrer les messages, etc. Et on a eu exactement la même chose. Le choc de la première mondialisation de la fin du 19e me rappelle finalement celui que nous venons de vivre. Et ça me rend optimiste. Autant je suis un peu pessimiste, vous l'avez senti, sur notre cher vieux pays, autant je suis pour le reste optimiste. Parce que je peux regarder dans le rétroviseur ce que nous avons vécu au XXe siècle. Et le XXe siècle, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je suis désolé, la première mondialisation, elle intervient à un moment que l'on appelle la Belle Époque, mais qui n'était une belle époque pour personne, si ce n'est pour quelques rentiers à la manière du Swann de Proust. Car pour le reste, alors, lisez Piketty, pour une fois, je pourrais le conseiller, lisez Piketty, il avait totalement raison. Et c'est vrai que le XXe siècle, il a été extraordinaire, avec la réponse finalement à un choc démographique assez extraordinaire. Nous avons encore devant nous 3 milliards d'êtres humains supplémentaires à arriver sur la planète, et puis après on aura fait le plein. Et va se poser ce problème de vieillissement que vous soulignez, avec même pas de ressources. Quand j'étais gamin, ils n'étaient pas nés, eux, il y a eu un bouquin qui a été notre Bible. Ça s'appelait Halte à la croissance, le rapport au Club de Rome, qui a été publié en 71 ou 72, et qui disait, à la fin du siècle, c'était le 20e dont il parlait, à la fin du siècle, il n'y aura plus de pétrole, le monde ne sera pas capable de se nourrir. Il y a un chapitre agricole qui est dantesque, où ils disent que la malnutrition régnera, etc. Ça n'a pas été le cas, il y a eu la révolution verte, etc. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas ce que seront demain les technologies, ce que seront le mix énergétique. J'avais commis un petit bouquin qui s'appelle Le siècle de Jules, où je raconte le 21e siècle pour mon petit-fils qui a 5 ans aujourd'hui. Et il y a un défi qui pour moi reste un défi fondamental, parce que je pense que Jules, à 70 ans, il aura le même besoins alimentaires que son grand-père, 2500 à 3000 calories par jour, une centaine de grammes de protéines, dont la moitié d'origine végétale si possible. Et donc, le défi alimentaire, c'est peut-être le défi majeur du XXIe siècle. Mais sur l'énergie, sur les transports, sur les ressources, n'ayez pas peur. On compte sur la science. Alors, oui, c'est vrai que je compte sur la science. Vous m'avez dit, quand on s'est parlé, que la société française n'a jamais été aussi réticente à l'égard de la science. Je vais participer tout à l'heure à un débat sur le nucléaire, que ce soit le nucléaire, que ce soit les OGM, que ce soit les gaz de schiste, que ce soit les nanos. Nous avons peur. Et pourquoi ? C'est récent en plus. Et c'est récent. La société française était une société
scientifique. D'ingénieur. L'ingénieur, c'était quand même, relisez la comtesse de Ségur, la figure de l'ingénieur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Une peur de rentier quelque part, une société qui se referme sur ses acquis. Olivier, Olivier, tu veux rebondir sur la science, et puis peut-être un dernier mot de Pierre, parce que j'aimerais tenir le cap et le timing de cette table ronde. Olivier, je veux voir réagir. Oui, très court. Sur qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement, mais Hegel nous donne un outil. C'est un Allemand, vous voyez, qui est déjà le modèle allemand, c'était pas mal. Non, c'est la philosophie occidentale. Oui, parce que pour lui, la Révolution française est l'événement majeur de la philosophie allemande, donc il n'y a pas de problème. Hegel disait que l'humain se définit par la négativité. C'est quoi la négativité? Ça ne veut pas dire le pessimisme, ce n'est pas la dépression. La négativité, c'est la capacité de nier ce qu'on reçoit, de transformer ce qu'on reçoit, de transformer la nature. Donc la négation de la nature, c'est ça qui permet à l'être humain de se constituer comme humain, de travailler, de transformer son environnement, de fabriquer des vêtements, des lunettes, des maisons, etc. Donc cette négativité, elle arrive à un moment où elle a transformé l'intégralité de la nature. Et pour Hegel, le but de cette transformation de la nature, c'est de créer une société vivable. Et c'est quoi cette définition de la société parfaite? Hegel donne la définition. Alors vous savez que Hegel a été pillé par les nazis qui ne l'ont pas lu. Parce que Arbeit macht frei, ça vient de Hegel et c'est à l'entrée des camps de concentration, d'extermination, mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas lu. Le travail rend libre. La négativité, son but, c'est d'inventer l'État démocratique moderne, c'est-à-dire la société dans laquelle vous pouvez avoir le plus grand nombre de contradictions internes possibles sans que la société se désagrège. Autrement dit, une société avec une grande liberté d'expression, d'opinion, etc., avec le plus de contradictions internes et que ça tienne, et que ce soit une société de droit. C'est ça l'État moderne. Donc une fois que ce but est atteint, pour Hegel, il est atteint en 1806, vous voyez, donc pour lui, l'histoire est terminée. Oui, c'est la fin de l'histoire. Une fois que l'histoire est terminée, que peut encore transformer l'humain? Eh bien, il ne va plus transformer le monde, bien sûr, il va continuer à transformer le monde, mais à la marge, il va fabriquer de nouveaux objets, ça ne va pas transformer l'être humain lui-même, ça ne va pas transformer les relations politiques, ça va juste continuer à produire des objets. Mais ce qui est vraiment transformable, ce sont les relations. Les relations humaines, c'est le matériau sur lequel la négativité peut porter. Qu'est-ce qu'on peut transformer demain? La nature, c'est fini, on peut faire attention à ne pas la détruire, mais qu'est-ce qu'on peut transformer? Nos relations. Vous voyez, dans les grandes entreprises ou dans les petites entreprises, la question de la relation entre la vie professionnelle et la vie privée, les doubles carrières, la relation entre la famille et le travail, qu'est-ce que c'est du quality time, comme disent les Américains, des choses comme ça. Donc vous voyez, la relation humaine, au départ c'était une préoccupation qui était uniquement féminine pour Hegel, c'était à l'intérieur de la maison, c'est devenu peut-être le matériau de demain. Donc le nouveau monde, le nouvel avenir, c'est peut-être aussi de se poser ces questions-là. Merci Olivier. On va terminer avec vous Pierre. Juste avant que je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais je vous laisse totalement libre, je voudrais simplement vous demander, puisque Philippe nous a dit je suis plutôt optimiste, sauf pour la France. Ça m'embête un peu quand même. Donc j'aimerais juste peut-être un... Si je peux simplement... Alors très rapidement. Il y a un tout petit point d'optimisme sur lequel je voudrais que Pierre réagisse. C'est qu'il y a un comportement quand même paradoxal. C'est notre taux de natalité. Absolument. On est quand même les plus beaux lapins d'Europe. Et c'est quand même paradoxal. Ça nous sauve dans 20 ans d'ailleurs. Oui. Dans 20 ans, il vaudra mieux être français qu'allemand. Le problème, c'est qu'il faut se projeter dans 20 ans. Comment vous l'expliquez? Et j'ajoute à ça pour votre conclusion, un mot peut-être aussi, tout ça relativement en synthèse, mais sur une des réponses que nous avions évoquées, qui n'a pas trop été évoquée là, que la solution, elle passe notamment, je sais que c'est une de vos convictions, par l'innovation, par justement le saut dans la dématérialisation, tout ce sur quoi les Français, vous le rappelez Olivier, sont excellents. Donc est-ce qu'on a là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument. Innovation, bien sûr, une manière de générer de la croissance, c'est son nom, mais aussi notre capacité à innover, à gagner en productivité. Mais au-delà de ça, lorsqu'on parle de nouvel avenir, ça veut dire qu'il faut qu'on aussi donne des pistes de solutions. Sur quoi peut-on appuyer? La vérité, c'est qu'effectivement, la mondialisation a mis l'accent sur un monde de plus en plus complexe. Complexe ne veut pas dire plus compliqué, mais ça veut dire simplement que des choses simples sont de plus en plus imbriquées. Les pays et les économies sont de plus en plus imbriquées les unes dans les autres. Et là où probablement nous avons un vrai levier, et la France doit se remettre en question, c'est que le monde a changé, pas notre manière d'éduquer. On rencontre aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise de très grandes boîtes. Et nous sommes sidérés par finalement le fait que le monde, et c'est l'image qui nous renvoie, le monde
est de plus en plus ouvert, on a de plus en plus d'informations, sauf qu'en fait, il est de plus en plus rentré dans un monde d'expertise. Dire que les silos, on rentre de plus en plus en profondeur dans les silos, et le monde n'est devenu en fait qu'une multiplication de silos, et je ne suis plus capable de comprendre ce qui se passe dans le silo d'à côté, et malheureusement, les ruptures se produisant toujours comme ça, c'est pas dans votre secteur que les ruptures arrivent, c'est dans des secteurs autres, c'est parce que on va avoir un problème en Irak, que les prix du pétrole vont monter, que mes matières premières vont monter quand je m'appelle Bouygues Construction, alors que concrètement, rien n'a changé dans le secteur de la construction. Donc, la réalité, c'est qu'on a un levier difficile, c'est celui de l'éducation, celui de la transmission de savoir. L'homme devient homme, l'homme est capable d'innover si il repose sur un système éducatif de qualité. De qualité, c'est-à-dire permettre aux individus de mieux appréhender la complexité. Ce qu'on aussi peut retenir de votre micro-trottoir, c'est concrètement les gens se sentent perdus. Alors que paradoxalement, on n'a jamais eu accès à autant d'informations. L'information, elle est pléthorique partout. Sauf que personne ne nous a jamais appris, ne nous a jamais donné le vadémécum de comment je fais pour la traiter, cette information. Mais ce sera la clé du succès de traiter l'info. Effectivement, concrètement, si vous prenez les informations sur le même plan, si vous n'êtes pas capable en fait de hiérarchiser et de prioriser les informations qui vous arrivent, ben, concrètement, votre décision elle est de moins en moins éclairée, vous vous sentez de plus en plus perdu. Donc la réalité, c'est que oui, nous sommes capables de poser un diagnostic sévère, mais de reconstruire un monde positif. Mais pour ça, il faudra appuyer sur les bons leviers. Les bons leviers, c'est l'éducation, mais je dirais aussi un mot sur les médias, puisqu'on ne s'arrête pas de progresser et d'apprendre au moment où on sort des écoles. On est aussi abreuvé par les médias qui nous entourent. C'est un moyen d'accéder à de l'information. Il faut aussi que concrètement, on investisse dans ce domaine des médias pour les pousser à fabriquer des choses de plus en plus grande qualité. Il faut nous abreuver. Merci Pierre. Un dernier mot à Olivier, j'en profite. 1 minute de pub pour le journal. Comment est-ce qu'on lance un journal aujourd'hui et pourquoi ? Les gens achètent encore des journaux et comment est-ce qu'on se différencie au moment où, au contraire, ils ont plutôt tendance à fermer, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre, où une des clés, c'est la hiérarchisation de l'information et la compréhension de cette fameuse infobésité, en fait. L'idée, c'est d'offrir à la fois du temps long et d'avoir un temps de lecture court. Donc on est parti du constat que quand vous lisez la presse magazine, un hebdomadaire sur 100, parfois 200 pages, vous en lisez parfois une dizaine, parfois un peu plus. Un quotidien épais, vous en lisez au fond 5-6 articles, parfois 10 pages. On s'est dit, et si on publiait uniquement ces 10 pages-là ? Et au lieu de les faire par des journalistes, on va prendre un sujet d'actualité, mais on va le traiter avec un temps long. Donc on prend un sujet qui est dans l'actualité. Par exemple, le cloud, je crois, c'était une des... la semaine dernière, on a fait le big data. Cette semaine, c'est le transsexualisme. Alors vous me direz, c'est pas un sujet brûlant. Et pourtant, il y a plus brûlant. La question, c'est le monde qui vient. Voilà. Le monde qui vient, c'est quoi la question du genre ? Donc on fait appel à des chercheurs, on fait appel à des artistes, on fait appel à des écrivains, on fait appel à un statisticien, on a un anthropologue. Et on demande sur un sujet d'avoir plusieurs regards qui vont nous donner des outils de perception du monde qui vient. Vous voyez, ce n'est pas des chroniques d'opinion, ce n'est pas des éditorialistes, ce sont des gens qui, dans leur domaine, proposent un outil de perception qui est partageable par tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que ça démarre bien. Ça démarre bien, après on verra. Hein. Vous savez que l'avenir, par définition, est illisible. J'espère que ce ne sera pas la seule conclusion de notre après-midi. Merci infiniment à tous les trois pour cette première table ronde. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle. Alors, allez, je commence immédiatement sur ma droite. Augustin Landier, vous êtes professeur à l'École d'économie de Toulouse. Et vous êtes, je crois, on a l'honneur, mesdames et messieurs, d'avoir sur scène le meilleur jeune économiste de France 2014. C'est le cru 2014 du meilleur jeune économiste. On peut l'applaudir. Apparemment, ça ne dure qu'un an, donc restez bon l'an prochain. Restez meilleur l'an prochain. Comme vous ne pouvez pas prévenir l'avenir, rien n'est sûr. Éric, vous avez déjà été évoqué, votre présence a été évoquée. Vous êtes le fondateur, Éric Albert, de l'Institut français d'action sur le stress. Et vous spécialisez, vous êtes chroniqueur aux Échos, on lit régulièrement vos éditos et vos chroniques. Et vous êtes également spécialisé du comportement en fait, en entreprise et de l'efficacité collective. Donc on va en parler ensemble, puisqu'on voit bien qu'on a dénoncé, ou en tout cas a été relevé, la montée de l'individualisme. Alors on voit que le collectif en période de crise, c'est quand même pas si mal. Donc on va voir comment on peut le solliciter et mieux le mobiliser. Philippe Cahen, alors j'adore Philippe, mais j'adore sa fonction. C'est difficile à dire, donc je prends ma respiration. Il est signalophébologue.
En gros, un spécialiste des signaux faibles, pour faire court. Un pro des signaux faibles qui souvent en disent beaucoup sur l'évolution d'une société. Il n'est pas que ça, je peux vous dire que c'est un homme passionnant. Je reçois régulièrement ces emails dans lesquels il décrypte comme ça des signaux faibles régulièrement qui disent « Ah tiens, ça je ne l'avais pas vu, c'est peut-être annonciateur d'un vrai truc. » C'est ce qu'on va tenter de faire ensemble. Et puis Gilles Babinet, alors là aussi... titre formidable. Gilles, on ne sait pas comment le présenter, il a 1000 vies parallèles. C'est clairement un entrepreneur, un serial entrepreneur. Il est surtout digital champion français auprès de la Commission européenne. Mr. Champion, bienvenue à cette table ronde. Gilles, c'est l'homme aussi qui compte dans le numérique parce qu'il donne son avis souvent de manière assez forte sur un certain nombre de sujets. On va bien sûr parler de tout ça. On va parler avec Eric de la façon dont tout cela impacte les entreprises, le management, l'évolution des sociétés. On va voir effectivement avec Gilles si la technologie va nous sortir de tout ça. Mais je vais peut-être commencer avec Philippe finalement, parce que si on démarre de manière un peu différente, qu'est-ce qu'il faut sentir en ce moment dans ce monde et les signaux faibles? Il y en a plein. Je sais quand on a votre job et qu'on en voit dans tous les domaines tous les jours, c'est difficile d'en choisir quelques-uns. Donc l'exercice cet après-midi, c'est lesquels faut-il vraiment retenir en ce moment, qui peuvent nous éclairer ensuite sur des pistes de solutions? Oui, merci. Un signal faible, un signal faible ou des signaux faibles, c'est des choses qu'on voit dans l'information. Et mon métier, c'est de soulever cette peau de l'information et de creuser un petit peu en dessous pour voir ce qui se passe. Et là, j'ai pris volontairement deux axes complètement opposés. L'un qui est de dire qu'on est dans un univers complètement mondial, et l'autre de dire qu'on est dans un univers demain complètement individuel. Comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas ce que sera l'avenir. Il est dans différentes voies. Et des gens comme moi, enfin des prospectivistes, sont là pour ouvrir tous les possibles. Mais ce qui sera demain, c'est surtout de l'impossible, de l'improbable ou du haïssable. La Crimée, on ne l'avait jamais imaginé il y a 2 mois. Et c'est des choses comme ça qui arrivent systématiquement. Ce monde très très grand, cette mondialisation, hein, cet effet du big data, pour moi, c'est ce qu'on voit demain, ce qui va venir, c'est la protection de la ville. Parce que la pollution, on ne peut rien faire contre la pollution. C'est terminé. On a un niveau de pollution où on ne peut plus lutter. Alors chacun peut faire un petit truc, mais on est un habitant de la Terre. Donc si 1% des terriens font quelque chose, c'est-à-dire les Français, les 99% ne voient rien. On va dans un univers, on le voit en Chine, où on va protéger les villes par des gaz, par des bombardements de nuages, par des structures qui vont protéger des villes de 10, 20, 30 millions d'habitants. Les Chinois, par exemple, travaillent sur un projet de ville construit sur des ballons d'hélium. Des villes en l'air, comme ça. Et pour être au-dessus de la pollution ? Oui, qui seront au-dessus de la pollution, alors à quelques dizaines ou centaines de mètres, sur des ballons d'hélium. On se pose plein de problèmes, mais eux disent, voilà, c'est peut-être une des solutions. Il y a plein d'autres solutions, d'ailleurs. Ils ne pensent pas à réduire la pollution. C'est plus envisageable, ça. Si, réduiront l'altitude des ballons d'hélium. On peut aussi imaginer, d'ailleurs, demain, des villes sur la mer. C'est totalement imaginable. On a déjà des villes de 10 000 ou 20 000 habitants, parce que les bateaux ont 10 000 ou 20 000 habitants, mais faire une ville de 100 000 habitants, ce n'est pas un problème de faire une ville de 100 000 habitants sur la mer. Donc ça, c'est déjà une chose sur laquelle on peut réfléchir. Et puis, il y a un autre élément dans le monde agricole dans lequel on est, un élément que je suis depuis 4-5 ans, je crois, c'est pas les fermes urbaines, hein, vous savez, les toits sur lesquels on plante 2-3 salades, mais c'est les fermes verticales. Et les fermes verticales, c'était réfléchi par les Canadiens, les Américains, les Allemands, etc. Et là, maintenant, Toshiba s'y met. C'est-à-dire que les Japonais se posent une question, dans un pays où il y a de la pollution avec Fukushima, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des fruits et légumes sains? Et au Japon, on achète les fruits et légumes à l'unité. Et ça vaut une fortune. Et il faut qu'ils soient sains. Donc Toshiba se pose la question et trouve comme solution ces fermes verticales. Fermes verticales, ça a démarré il y a à peu près 1 an, concrètement, à Singapour, une douzaine de bâtiments. Et là, le projet de Toshiba, c'est 2000 m² qui produisent par an 3 millions de têtes de salade. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 3 millions de têtes de salade. Bon, ça veut dire qu'on peut produire énormément en ville, dans des zones qui potentiellement sont consommatrices. Et justement, cette agriculture-là, elle n'est pas polluante, puisque on contrôle l'éclairage, on contrôle les intrants, on contrôle la lumière. On est dans une culture hydroponique, c'est-à-dire sans terre. On sait le faire. Les fraises sont souvent cultivées sans terre, les tomates aussi. Et à La Courneuve, on cultive du hashish sans terre. Partout. Donc on sait faire et la France est bien placée.
Donc voilà un nouveau signal Donc ça, c'est faible. le premier point, c'est ce monde. Et puis... Mais attendez, Philippe, Oui. juste un truc. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ça sont deux exemples finalement assez extrêmes. Mais est-ce qu'il faut retenir comme idée qu'il y a des choses contre lesquelles on ne pourra pas lutter, mais que l'esprit humain trouvera les solutions les plus incroyables par l'énergie, la science, l'innovation? Enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce type? Parce que signal faible, ok, on le voit bien, mais so what? Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Mais c'est ça, l'esprit humain a une faculté de rebond extraordinaire. En fait, c'est l'actualité qui le fait rebondir. J'ai un livre là que j'ai mis dehors sur les tops et les flops de 10 ans de signaux faibles. L'un des plus gros flops, c'est l'énergie carbone. C'est la fin de l'énergie. En 2008, on parlait de 2008 tout à l'heure, tout le monde disait c'est le peak of Hubert, le moment où l'énergie carbone va décroître et on n'aura plus de pétrole. Et tout le monde s'y remet aujourd'hui. Depuis 2008, 2009, on ne parle plus de la fin du pétrole. C'est un mot qui a disparu. Donc on voit bien qu'on a des facultés de creuser plus profond, de creuser différemment, de trouver des gaz de schiste, de trouver du pétrole de schiste, etc. On a toujours des facultés pour rebondir, et on ne savait pas cela il y a seulement 6 ans. Donc le futur, il est complètement incertain. Le deuxième, c'était la séquence de l'individualisme, le monde individuel. Oui, voilà. Alors, dans le domaine agricole, pour moi, c'est le retour à la terre. Le retour à la terre, pourquoi? Parce qu'il y a un élément de développement qui est très modeste en France, qui est le télétravail. Télétravail, c'est environ 7% des travailleurs français. Aux Pays-Bas, c'est le tiers de la population. Et le télétravailleur, c'est quelqu'un qui va habiter de plus en plus loin des villes. C'est des gens qui ont envie d'habiter loin, qui vont avoir des jardins. Et il y a une connaissance du produit agricole, du produit de la production, de tous ces éléments qui est de plus en plus pointue. Et on va voir des gens sortir, des gens qui sont aujourd'hui des amateurs. D'ailleurs, dans le monde agricole, les nouveaux agriculteurs ne sont pas des fils d'agriculteurs, en général. On voit des gens qui viennent d'horizons extrêmement variés, qui vont avoir ce type de production-là. Et là, ça va se développer. Et il y a un autre élément qui est très important que je voudrais signaler, qui est l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est une révolution totale. Alors, le brevet de l'imprimante 3D, il a 30 ans. Son développement, il a 3 ans. 4 ans. Au mois d'août dernier, on a vu un steak haché qui a été testé, je ne sais pas si vous en souvenez, il valait 100 000 euros, qui est quoi? Dollars, oh, d'accord, donc c'est un petit peu moins que 100 000 euros, ok. Et qui est fait à partir des cellules souches et à partir d'une imprimante 3D. C'est-à-dire que c'est une machine qui on a des cellules souches, et l'imprimante fait... Alors, ce n'est pas une imprimante 3D, ce qu'on appelle, ce sont des couches superposées. C'est-à-dire qu'on fait tout en imprimante 3D. On fait aujourd'hui... Il y a des avions qui volent avec des parties d'avions construits en imprimante 3D, parce qu'il y a des pièces qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec ce type d'imprimante. Et là, on est dans un développement absolument énorme. Alors, il y a l'imprimante 3D, il y a d'autres développements qui sont en train de se faire. C'est ce qu'on appelle le maker. C'est-à-dire les gens se rencontrent à faire de la 3D, à faire des robots, à faire des programmes informatiques et à se rencontrer au titre d'individus. Et là, je vous recommande d'aller voir une exposition, la Maker Faire, qui a lieu à quelques centaines de mètres d'ici, samedi et dimanche, qui a lieu au 104, et où vous allez voir une autre vision de l'industrie de demain. On n'a pas affaire à des grands groupes, comme on parlait de ces grands groupes, ces pieuvres, etc., mais on a affaire à des individus. Donc c'est pour ça que le monde de demain, on ne sait pas où il sera, mais il sera entre tout cela et dans tout cela. Merci pour ces premiers éléments, et vous n'avez choisi que 2 signaux faibles parmi tous ceux que vous identifiez en permanence. Peut-être Augustin, on va peut-être prendre dans un désordre apparent, mais pas totalement idiot finalement, parce que vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « 10 idées qui coulent la France », dans lequel vous essayez de démonter un certain nombre de mythes. Alors j'ai envie de vous laisser très libre finalement, sans vous poser de questions particulières, parce qu'il y en a là aussi, il y a tellement de points, il faut qu'on choisisse peut-être les plus pertinents par rapport à ce que vous avez entendu depuis le début de notre réunion. Mais quand on est sur des pistes, sur vraiment ce qui est en train de se passer, sur ces innovations, qu'est-ce que vous aimeriez valoriser? Alors je dirais, ça va être un peu les signaux lourds, c'est-à-dire que moi je vais insister sur les tendances longues, lourdes, qui sont détectables et que souvent on a envie de nier. Je pense qu'il y a un travail de dénégation de ces tendances lourdes, et ça c'est très dangereux. Si vous voulez, pour piloter l'économie, c'est très important d'avoir en tête les forces du premier ordre, celles qu'on ne peut pas négliger quand on veut modéliser l'économie. Imaginez que imaginez qu'on essaye de fabriquer un avion, quelles sont les forces qu'il faut prendre en compte? Il y a la gravitation, et puis il y a le frottement de l'air sur les ailes, la carlingue de l'avion. Et avec ça, ça suffit grosso modo à comprendre
le modèle d'un avion. Pour l'économie, quel est l'équivalent? Donc pour l'avion, par exemple, vous pouvez négliger l'attraction de la Lune, ça n'a aucune importance. Une théorie de l'avion qui serait complètement basée sur l'attraction de la Lune, sur je ne sais pas quoi, le carburant, ça n'a pas d'importance. Alors même que ça a de l'importance pour les marées, donc c'est pas comme si ça n'existait pas, ça existe, mais c'est complètement dominé par les autres forces. Alors pour l'économie, les deux grandes forces qui travaillent l'économie actuellement, il y en a une que tout le monde comprend très bien, et les micro-trottoirs en faisaient part, ça revenait tout le temps, c'est la globalisation. On est de plus en plus dans un monde interconnecté, globalisé, ça les gens le comprennent bien. L'autre, qui est plus difficile à décrire et pour lequel le vocabulaire n'est pas toujours adapté, c'est la dématérialisation de l'économie. Le fait que, finalement, créer de la valeur, c'est de moins en moins fabriquer des objets matériels, c'est de plus en plus de l'immatériel. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Le data d'Olivier Bouriel. Exactement, donc ça revient tout le temps. Mais si vous voulez, même l'industrie traditionnelle, fabriquer des voitures, la valeur ajoutée, c'est pas l'impression de la voiture, puisque effectivement, c'est littéralement, les objets sont littéralement imprimés. Ça, c'est effectivement une révolution qui vient de loin, parce qu'au fond, ce stylo, il est aussi littéralement imprimé, et c'est comme ça depuis au moins peut-être 50 ans, l'impression des objets en plastique. Mais il y a une sorte de généralisation de ça, et finalement, la question de savoir où l'objet est imprimé, est-ce qu'il est imprimé sur le territoire national, ou en Chine, ou au Brésil, c'est de moins en moins important. Ce qui compte, c'est de savoir où sont faits les plans, et si les meilleures machines aussi pour imprimer sont plutôt conçues par nous ou par d'autres. Donc ça, c'est ça que la France aujourd'hui a du mal à vraiment totalement saisir. Elle cherche un peu ses marques, elle cherche le vocabulaire pour parler de ça. Est-ce que c'est parce que, vous m'avez dit aussi, la France est un peu plus obsédée par l'Allemagne, qui n'est pas forcément le meilleur modèle, parce que vous dites on est peut-être plus proche des Américains sur ces sujets-là. Ça, c'est le paradoxe. On le dit peu, ça. Ouais. C'est vraiment un paradoxe peu connu, c'est-à-dire qu'on a cette rivalité mimétique avec l'Allemagne qui vient de très très loin. Les ETI, le machin, on n'arrête pas de dire ils ont tout ce qu'on n'a pas, etc. On se compare toujours à l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne a toujours été plus industrialisée que nous, donc elle fabrique plus d'objets matériels. C'est vrai, voilà, elle fabrique plus de machines, de voitures, etc. Mais c'était déjà le cas dans les années 70. C'est un très très vieux phénomène. Et en fait, exactement comme nous, elle se désindustrialise en réalité. La vitesse de désindustrialisation mesurée par l'importance de l'industrie au sens strict dans le PIB du pays, les deux pays la vivent. Mais si on veut se projeter et chercher un peu une économie jumelle, effectivement, les États-Unis sont beaucoup plus proches de notre économie en termes du mix d'activités. Et c'est une économie beaucoup plus portée sur les services. C'est-à-dire que la France, c'est comme ça vient de loin. Après, je ne veux pas faire l'histoire de d'où ça vient exactement, mais la France... La composante des services dans le mix des industries, dans le mix productif français, a toujours été plus élevée. Et ce n'est pas quelque chose de dangereux, donc ça va continuer. C'est une tendance lourde. Essayer de remonter la pente, ça serait complètement fou. C'est-à-dire que l'idée de la réindustrialisation au sens de subventionnons les entreprises qui fabriquent des vraies choses pour essayer de remonter la pente et de revenir au monde d'avant où on produisait un peu plus de vrais objets, ça c'est quelque chose de très dangereux parce que non seulement ça va coûter très cher, c'est comme aller contre la gravitation ou des forces lourdes, en plus ça retarde l'adaptation à cette nouvelle donne de l'économie dématérialisée, on a plutôt des avantages comparatifs, et puis ça empêche les gens de se projeter dans l'avenir de manière réaliste. C'est très dangereux de dire à des jeunes aujourd'hui, je ne sais pas, la sidérurgie c'est l'avenir de la France, évidemment que non. Ça ne veut pas dire que l'industrie va mourir, ça veut simplement dire qu'elle va constituer une fraction de plus en plus petite du PIB français, simplement parce que les nouveaux étages, si vous voulez, de l'économie française sont plutôt dans les services. Augustin, juste une chose, vous évoquiez l'Amérique, elle a quand même sur nous un avantage, ça c'est l'économiste qui va forcément réagir tout de suite, elle est quand même beaucoup plus schumpeterienne que nous. On a quand même là-dessus un vrai sujet. On nous le reproche beaucoup en ce moment de refuser de détruire en acceptant de construire des choses nouvelles. Ce proverbe africain merveilleux qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. C'est vrai qu'on a tendance à voir les arbres qui tombent. Il y en a quelques-uns, c'est certain. On voit peu les forêts qui poussent et Dieu sait s'il y en a en France. Voilà, donc schumpeterien, au fond, c'est la version de Darwin pour l'économie, pour faire vite. C'est un petit peu l'idée qu'il y a des créations et des destructions et qu'on ne peut pas contrôler le processus. On se moque toujours des Américains parce qu'ils veulent enseigner à l'école qu'il y a d'un côté l'évolution et puis de l'autre le créationnisme et qu'on devrait enseigner aux enfants les deux théories. Vous savez, les républicains poussent pour cette idée. Ça fait toujours rigoler les Français qui trouvent que c'est très irrationnel. Et c'est irrationnel, mais c'est aussi irrationnel. Enfin, l'équivalent en économie est également dangereux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de créationnisme quand on est à la frontière technologique. On ne peut pas créer une commission qui va essayer de décréter où va être le Google de 2030 ou l'Apple de 2050. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est vrai, et c'est pour ça qu'on a en France, je pense, cette espèce d'intuition que peut-être que ça pourrait marcher, c'est que ça a marché après la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu réparer une économie qui était complètement cassée. L'économie française, en 1945, elle produit un tiers du PIB de 1938. Vous réalisez le truc,
66% de moins que ce qu'on produisait avant la guerre. Donc ça, pour se remettre en marche, il vaut mieux se coordonner et dire vous vous occupez de l'électricité, vous vous occupez des ponts, et on évite l'espèce de désordre informel du marché. Mais une fois qu'on est à la frontière technologique, et heureusement on y est, là on ne peut pas décréter qui va innover dans tel ou tel domaine. Donc là l'État doit repenser son rôle, et ça ne peut pas être un rôle de démiurge, si vous voulez, qui décrète où on doit aller et qui va faire quoi. Il doit laisser s'exprimer beaucoup plus la vie économique, tout en jouant un rôle. C'est-à-dire que je ne fais pas du tout partie de... Je ne dis pas que l'État n'a aucun rôle à jouer. Au contraire, dans l'économie dématérialisée, il y a beaucoup de problèmes d'infrastructure. Il y a beaucoup de problèmes d'économie de la connaissance. Il faut un système universitaire ou un système de grandes écoles, peu importe, un système qui produit de la connaissance au niveau de la frontière technologique. Et ça, l'État a un rôle à jouer dans ces infrastructures de la connaissance et les infrastructures matérielles aussi, évidemment, la fibre optique, etc. Donc, absolument. Alors, on poursuivra ce débat, bien évidemment, mais je vais peut-être aller vers Gilles Babinet. Gilles, je sais que parfois vous êtes un peu là-dessus critique à l'égard justement de la capacité de la société française à s'adapter à cette société du numérique dans un certain nombre de ses applications, en disant il y a quand même un décalage fort. On évoquait les États-Unis, vous vivez beaucoup entre les deux, vous connaissez bien les deux cultures. Votre avis là-dessus, sur notre capacité à surfer sur finalement ce qu'en plus on sait bien faire, c'est-à-dire cette société de la dématérialisation, on sait la gérer, on a, comme c'était rappelé tout à l'heure, des mathématiciens, des geeks, des programmeurs, etc. Quelle est votre opinion là-dessus ? Alors, je ne peux pas ne pas être d'accord avec ce que vient de dire Augustin. Et effectivement, il y a une société qui s'est crispée. Je pense que dans la précédente table ronde, ça a été dit également. Et c'est tout à fait étonnant de voir que dans les différentes études qui sont faites, la France arrive souvent très mal classée, si ce n'est dernière, dans, je dirais, les attributs anthropologiques qui sont liés aux facteurs d'innovation. Et ce que moi je raconte souvent, c'est qu'au fond du pavillon des machines, à l'exposition universelle de 1900, à l'époque où la France était le premier déposant mondial de brevets, on déposait 40% des brevets, il y avait une inscription qui disait, dans un contexte certes tout à fait colonialiste, qui disait « le progrès est la lumière des nations ». Et donc il y avait une foi qui était absolument unanime dans le progrès. Et je crois que pour ceux que ça intéresse, vous tapez Exposition universelle 1900 et on est assis devant les innovations qui parsemaient Paris à l'époque. Il y avait un tapis roulant qui faisait 3 km. Je crois qu'il n'y a plus nulle part sur Terre un tapis roulant qui fait 3 km dans une ville. Et plein de choses tout à fait extraordinaires qui ont été mises en place à l'époque, dont par exemple les trains électriques. On ne voulait pas faire passer des trains à vapeur dans Paris parce que c'est sale. Et donc on a mis un train électrique, c'était une première, etc. etc. Et ce matin, j'étais au Sénat dans le cadre d'une audition sur les enjeux de la donnée. Et j'étais avec mon amie Isabelle Falque-Pirotin, qui est la présidente de la CNIL. Et en fait, je crois que nos visions, effectivement, nous opposent partiellement, mais quand même de façon forte. C'est que je crois que, d'une certaine manière, elle défend une forme de principe de précaution. C'est-à-dire de dire, la donnée, c'est très dangereux, et il faut s'assurer qu'on ne peut pas en abuser avant de faire quoi que ce soit. Et moi, je dis le contraire. Je dis, certes, on peut en abuser, et on peut commettre des choses qui sont effectivement pas terrible avec la donnée, mais on rentre dans un nouveau paradigme et il faut laisser les inventeurs innover. Et on créera a posteriori une régulation propre à ça. Et quand on observe, je pense qu'il y a des gens qui sont des spécialistes de ça, mais les révolutions industrielles, on en a eu 2, on est dans la 3e, on voit effectivement qu'à chaque fois, il y a eu des nouveaux paradigmes qui ont abouti à un repositionnement de l'organisation de la société. La première révolution, on a pris les paysans, on les a mis dans les usines, et de façon assez brutale quand même, mais malgré tout, on a inventé un droit stable qui est le Code civil, qui a complètement accompagné cette première révolution industrielle. Et puis la deuxième révolution industrielle, où il a fallu monter en gamme en qualité, on a dit on va en gros inventer des droits sociaux et le Code du travail pour faire en sorte que les gens se qualifient. On a inventé l'école publique, etc., etc. Et là, c'est la même chose. Il va falloir créer un paradigme nouveau. Et en fait, on réagit, et ça, c'est pour moi une certitude. La France a organisé toutes ses institutions dans l'après-guerre, avec effectivement une organisation qui est extrêmement verticalisée. Et de fait, elle a tué une certaine prise d'initiative où le modèle est très largement néo-monarchiste. Et lorsqu'on se retrouve
face à un nouveau paradigme qui est celui d'une troisième révolution industrielle, eh bien, les gens qui contrôlent aujourd'hui les manettes du pouvoir ne veulent pas les lâcher et refusent de repenser les institutions. Et le choc va être terrible. Le choc est d'une ampleur égale à ce qu'on a connu dans les dernières révolutions industrielles, où on a complètement réorganisé le fonctionnement de la société. Et entre la première et la deuxième révolution industrielle, il y a un historien de l'économie que j'aime beaucoup, américain, qui s'appelle Paul David. Il nous dit il y a 80% des entreprises américaines de plus de 100 personnes qui ont disparu. Donc en gros, il y a eu un renouvellement complet. Un renouvellement complet, mais pour un bien-être que l'on connaît. La question, c'est de savoir si on va, d'une part, vers un modèle qui va continuer à faire perdurer la répartition des richesses. C'est une vraie question, moi je ne crois pas. Et la deuxième question, c'est de savoir quels sont les paradigmes qui vont présider à cette nouvelle organisation. Et c'est aussi brutal que se poser la question de est-ce que le travail va continuer à exister ? Est-ce que la propriété intellectuelle va continuer à exister ? Je veux dire, il faut bien voir que la propriété intellectuelle, par exemple, en tout cas industrielle et artistique, elle a été créée pour des impératifs économiques qui existaient dans la deuxième révolution industrielle et qui n'existent plus aujourd'hui. On voit bien que ce n'est pas en créant des brevets qu'on fait abonder l'argent dans le capital. Ce n'est plus une caractéristique qui était une caractéristique évidente des années 1880. Et je pense qu'aujourd'hui, on continue à avoir des brevets par continuité du modèle ancien. Mais vous avez peut-être vu ça, Elon Musk, qui développe une voiture électrique absolument fantastique. Il y a 2 semaines, il a dit, écoutez, l'IP, je m'en fiche, tous mes brevets, prenez-les. Mes concurrents, la propriété intellectuelle, ça ne m'intéresse plus, c'est pas ça qui fait la différence. Et ça, je crois que ça devrait nous interpeller vraiment. Parce que c'est l'expression... Alors qu'elle est super technologique, sa voiture. Alors qu'il a les meilleurs brevets. Il a 3 ou 4 brevets. Un brevet sur des batteries à base de métal qui sont à peu près en rapport poids, qui sont 2 fois plus efficaces que tout ce qui existe précédemment. Il partage des brevets sur des moteurs qui ont des aimants haute densité et donc qui sont d'un niveau de performance absolument inégalé. Et puis il a des brevets sur des systèmes informatiques qui sont tout à fait remarquables. Personne dans le modèle de la deuxième révolution industrielle, aucun constructeur ne ferait une folie pareille. Il dirait, c'est du suicide absolu, on ne fait pas ça. Et ça tombe bien parce que je pense que c'est symboliquement propre à provoquer un électrochoc chez nous dans l'ancien monde. Alors, je vais donner la parole à Eric, mais avant, peut-être, si vous m'autorisez, Eric, je voyais à plusieurs reprises Augustin et Gilles opiner par rapport à l'ensemble des questions qui étaient lancées là, par Gilles. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Augustin, ou une réaction à toutes ces questions en vrac, mais qui sont autant d'interrogations lourdes sur... Moi, je suis très en ligne avec ça, et je pense qu'effectivement, il faut être honnête, dans beaucoup de ces débats, la France, elle devra s'aligner un petit peu sur ce qui émerge, en particulier aux États-Unis, donc pour ce qui est des droits de propriété, d'inventer, grosso modo, le droit des brevets intelligents. Au fond, on est un petit pays dans ce domaine et il faudra qu'on s'aligne. On peut pas inventer, disons, des choses complètement décalées. Et c'est pareil pour la fiscalité, etc. En un sens, de plus en plus, la France doit regarder ce qui se fait ailleurs et essayer de ne pas être trop décalé par rapport à ce qui se fait. Sinon, on est complètement marginalisé. Et ça, c'est le risque qu'on court, je pense, si on cherche à complètement réinventer nos propres systèmes. Mais effectivement, je pense que la dématérialisation, il faut réaliser que ça pose plein de questions. C'est-à-dire que la comptabilité, que ce soit la comptabilité du pays, la comptabilité nationale, ou que ce soit la comptabilité des entreprises, tout a changé. Le capital matériel, c'est maintenant une toute petite partie du vrai capital d'une entreprise. Et donc on ne peut plus lire la comptabilité comme on la lisait autrefois. Il va falloir changer de lunettes comptables, si vous voulez, pour s'adapter à ce monde où le capital humain et puis le savoir-faire, qui n'est pas forcément les brevets. C'est-à-dire que longtemps, on a cru que le capital intangible d'une entreprise, on pouvait le résumer à la valeur de ses brevets. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas ça, c'est encore autre chose. C'est une sorte de savoir-faire, de savoir comment utiliser ces brevets. Et le fait que si on est le premier à savoir les utiliser, il n'y a pas de raison de penser qu'on va être rattrapé tout de suite. Mais donc, on garde cet avantage. Et au fond, plus les autres utilisent ce qu'on fait, mieux c'est, parce qu'on devient le leader d'un écosystème. Et donc, tout ça, effectivement, ça change complètement la manière de penser le capital et la manière dont on doit réfléchir à la valeur d'une entreprise. Et puis, évidemment, la manière dont il faut gérer son propre capital humain pour pouvoir jouer un rôle actif dans cette économie qui existe déjà.
Gilles, Philippe, excusez-moi. Juste avant de donner la parole sur l'aspect des entreprises et notamment de cette verticalité qu'on va aussi évoquer dans le management et dans l'entreprise, simplement, en fait, Philippe, est-ce que ce qui vient d'être évoqué là, et je pensais notamment au principe de précaution, à cette peur des Français de tout, à ce rejet de la technologie, est-ce que vous l'aviez senti, ces choses-là, venir dans les signaux faibles, le principe de précaution qui est un truc typiquement français. Une catastrophe. Une catastrophe, on est tous d'accord. Pourquoi ? Est-ce qu'on le sentait venir? Est-ce que c'est des choses? Qu'est-ce que ça dit sur la société française? Pour moi, on a un blocage de notre société. Alors, je ne le situais pas par rapport à ce que disait Philippe Chalmin dans les années 80, mais ça date d'avant, des années 70. On s'est bloqué à partir des années 70 et on est resté sur un schéma. Alors là, je suis d'accord que c'est le dernier pays crypto-communiste qui a réussi au monde. On est resté là-dessus. Et on a bloqué. On est persuadé d'avoir toujours raison. Et on est seul au monde à avoir raison sur plein de choses. Contre tout le monde, parfois. Bah oui, parce qu'on est les seuls. Personne ne nous copie. Et si on ne nous copie ni sur le Minitel, ni sur les 35 heures, c'est que ce n'est pas des bonnes idées. Et le monde avance à côté de ça. C'est un peu dommage. Éric, vous êtes finalement au contact quotidien des entreprises, de leurs salariés. Vous êtes un spécialiste du stress aussi. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Qu'est-ce qui change aujourd'hui fondamentalement? Qu'est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre modifie dans l'efficacité collective des hommes et des entreprises? Mais alors, pour rebondir sur tout ce qui a été dit par rapport à cette notion de mutation, par rapport à ce que disait Olivier Pourriol sur fondamentalement peut-être que ce qui va changer, c'est les relations et puis cette vague je pense qui est vraiment une révolution, une mutation très très profonde liée à la globalisation, liée à la dématérialisation, liée au numérique et à cette open source que vous décrivez. Ça a commencé à changer les relations. On voit bien que les relations dans ce qu'on a appelé la génération Y, mais où peu importe comment on l'appelle, mais est en train de changer. Il y a quelques éléments, en tout cas, de pistes sur lesquels on peut s'interroger. La première chose, c'est qu'on voit que les sociétés qui émergent sont des sociétés beaucoup plus horizontales, dans lesquelles l'autorité n'est pas reconnue si ça n'est pas une autorité de compétence. Quand vous dites des sociétés, on est dans le monde de l'entreprise, là, on est d'accord? Non, je parle de la société. La société, d'accord. Oui, je parle et les sociétés un peu partout. Et c'est vraiment un peu partout. Ce qui émerge du fait de cette globalisation, de cette dématérialisation, de ce numérique dont on parle, qui est probablement du coup une énorme révolution parce que ça change la relation, pour reprendre. Et qu'est-ce qui change dans la relation? C'est d'abord le refus de la verticalité dans la relation. Premier point. Deuxième chose, c'est que les acteurs sont des acteurs qui répondent beaucoup plus à ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire l'envie de faire les choses, beaucoup plus que la motivation extrinsèque. Si tu fais ça, tu auras ça comme récompense. Probablement d'ailleurs parce qu'on n'y croit pas tellement à la récompense ou pas complètement. Troisième grande tendance lourde, on a une tendance qui est extrêmement basée sur des modèles collaboratifs. Et ce que vous dites sur la voiture, ce qu'on voit, pourquoi est-ce que Wikipédia gagne contre Encarta, l'encyclopédie des prix Nobel que Microsoft voulait lancer avec tout le monde, c'est parce que justement, elle est basée sur le modèle ancien. On prend le savoir, on le paye très cher et on est capable de construire un modèle vertical des sachants vers les autres. Wikipédia, c'est tout le monde prend l'initiative, donc autre élément fondamental dans le jeu relationnel, les acteurs veulent participer et prendre de l'initiative. Ils collaborent sans aucune autre rétribution que le plaisir d'avoir fait la chose et d'avoir contribué à cet immense savoir collectif qu'est Wikipédia. Donc, si on doit résumer, c'est horizontal, c'est basé sur l'envie des acteurs, c'est très collaboratif. Et on parle d'individualisation, mais les modèles sont de plus en plus collaboratifs et les modèles aujourd'hui les plus créatifs sont des modèles en open source qui ouvrent. Et la grande tendance lourde, ça va être d'ouvrir. C'est exactement ce que vous décrivez sur la voiture électrique. C'est des modèles qui sont basés sur la participation des acteurs, l'envie, et énormément de souplesse et beaucoup d'émotion. Très souple, ça se crée, ça s'en va. Toute l'économie traditionnelle et l'entreprise traditionnelle est basée sur un modèle orthogonal à ça. Exactement inverse. Exactement inverse. Et c'est un modèle vertical dans lequel qui est mon chef, à qui je reporte. C'est un modèle qui est basé fondamentalement sur la motivation extrinsèque.
un manager vous dit « je ne peux pas motiver si je n'ai pas de moyens de donner des bonus ou de punir les gens ». C'est des modèles qui sont basés uniquement sur la performance individuelle. En gros, l'entretien annuel, ce qu'on appelle les objectifs individuels, les KPI, tout ça est complètement construit, et le modèle éducatif dont parlait Olivier est construit sur la performance individuelle contre les autres, la comparaison, on regarde ceux qui émergent, et ceux qui émergent, on les transforme en individus providentiels. Et on les met en rivalité les uns contre les autres. Et pour les faire émerger, on les met en rivalité. Et on voit le meilleur qui s'en sort. Voilà. Donc j'ai un intérêt direct à ce que mon voisin soit moins bon que moi. Et c'est des modèles qui sont de plus en plus rigides du fait des process et des modes de reporting. Et ça, c'est directement lié à l'angoisse des dirigeants. Le process, c'est l'illusion du dirigeant de pouvoir maîtriser son système. Et ça, ce qui est intéressant, et c'est là où moi je vais peut-être apporter une toute petite note d'optimisme par rapport à tout ce qui a été dit ce serait pas mal. Depuis le début de l'après-midi et qui est quand même terriblement déprimant, c'est que toutes les entreprises, et ce n'est pas du tout spécifiquement français, là, que vous preniez les grandes entreprises américaines, ExxonMobil, ou que vous preniez les grandes entreprises allemandes, etc., elles sont presque toutes basées sur ce même système de verticalité, de performance individuelle, de comparaison entre les acteurs, de motivation extrinsèque et de rigidité. Et je pense qu'une des spécificités françaises, et d'ailleurs un des éléments d'optimisme très fort qu'on peut avoir, c'est le goût de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en France, qui est extrêmement développé. Il ne s'est jamais créé autant d'entreprises. Il ne s'est jamais créé autant d'entreprises. Il y a une envie de ça. Une des spécificités françaises, c'est justement dans ces modèles qui sont des modèles de prise d'initiative, de collaboration, de capacité à avoir des idées qui sortent de la boîte. Je pense qu'on a une carte à jouer très spécifique. Et dans le fond, depuis, on est toujours en train, une des mutations profondes qu'on pourrait peut-être, sur lesquelles on peut réfléchir, c'est qu'on analyse énormément les choses sur des modèles économiques. Et je respecte énormément mes voisins et tout ce qui a été dit. Je crois que de plus en plus, les enjeux vont être managériaux. C'est-à-dire, dans quelle mesure, et si justement les sujets sont plus des sujets de brevets, c'est comment est-ce qu'avec les gens que j'ai, j'en fais des gens hyper innovants, hyper collaborants, hyper capables d'être participatifs et souples dans leur capacité de réagir au sujet. Et la différence, moi j'ai la conviction très profonde que la différence se fera là-dessus. Mais Eric, juste une chose, vous êtes en train de nous dire qu'il y a toute une ribambelle de jeunes entrepreneurs, ou pas jeunes d'ailleurs, mais qui réinventent le modèle. Il y a quand même aussi un enjeu majeur, c'est que fait-on des anciennes entreprises qui sont toujours performantes? Mais comment est-ce qu'elles vont passer d'un modèle à un autre? Est-ce que c'est la fin globalement, même si on a des champions, parce qu'ils ne sauront pas s'adapter? Ou est-ce que, et vous avez écrit un livre là-dessus justement, vous analysez des modèles américains, Zappos, qui délivrent du bonheur et pas des chaussures à domicile. Comment est-ce qu'on passe d'un modèle à l'autre quand on existe, quand on n'est pas from scratch? Il y a quelques très grands principes. Ce qu'on voit, c'est que toutes ces entreprises, elles ont quelques très grands principes. Un, elles sont capables de fédérer tout le monde sur un vrai projet commun. Ça, c'est bon pour toutes les entreprises. Oui, mais il faut savoir le faire. Quand vous regardez la plupart des grandes boîtes, il n'y a pas de projet commun. Absolument. Deuxième sujet, elles sont capables de créer alors vraiment des codes comportementaux internes extrêmement puissants. Parce que c'est très simple. Dans ces modèles que je décris, vous ne pouvez faire confiance à votre voisin que si vous savez qu'il va adopter les comportements auxquels vous croyez vous et qui sont importants pour vous. Et si vous... L'exemple, alors on a parlé de la pieuvre, qui n'est pas la pieuvre Google, et avec tous les effets toxiques que je partage. Reste qu'il y a quelque chose de très intéressant chez Google. Google est une des entreprises les plus innovantes au monde. 50% de l'innovation chez Google se fait par ce fameux temps libre. 15% de temps libre à chacun. Ou 15, voilà, qui est des temps libres plutôt aux ingénieurs d'ailleurs, chacun on n'est pas tout à fait sûr, mais ce temps libre donné aux acteurs pour qu'ils lancent des projets d'innovation, quel que soit le projet d'innovation, il n'y a pas besoin d'avoir un business model d'ailleurs. D'ailleurs, sinon, ils n'auraient jamais créé Google Earth. Le type qui a dans l'idée qu'il va prendre la Terre entière, il va prendre des photos satellites de la Terre entière et tout le monde pourra voir sa maison où qu'il soit, son chef lui dit tout de suite « Ok, t'es gentil, reviens quand tu as un business model ». Donc, pas besoin d'un business model. Ce qui m'intéresse, c'est que ça innove vraiment. Bien sûr. Et
suscite des suicides de demande de l'aide, demande-nous du budget, on va t'aider. Donc 50% de l'innovation de l'entreprise, d'une des entreprises les plus innovantes au monde, est faite là-dessus. On se dit, bah, attendez, pourquoi vous ne faites pas ça, vous, chez Agrica, franchement, pourquoi est-ce que... Arrêtez, ils vont être... Enfin, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans toutes les entreprises? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Et la réponse est très simple. C'est que si vous allez... Alors, on ne va pas parler d'Agrica, on va parler d'un autre exemple. D'un autre exemple. Vous allez dans la tête des dirigeants et vous leur dites, mais pourquoi vous ne donnez pas une journée libre à vos collaborateurs pour qu'ils innovent? Parce que qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les dirigeants? Ils vont rien foutre. Ils vont glander. Ils vont glander. Ils vont glander. Ouais. Je vais pas leur donner un jour. Je sais très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont glander. Et pourquoi est-ce qu'ils vont glander? Parce qu'on n'a pas de projet, on n'a pas de codes comportementaux communs, on n'a pas de proximité de ce vers quoi on a envie de converger, et on n'est pas capable de travailler sur cette motivation intrinsèque des acteurs. Donc les gens n'ont pas de passion, ils n'ont pas envie de faire le truc. On n'est pas capable de susciter l'envie. Donc quand on arrive à faire ça, on est sûr de pouvoir avoir des entreprises, quel que soit le secteur, qui sont capables de produire de la haute valeur ajoutée. Sinon on est condamné à faire du low-cost. C'est-à-dire que le modèle ancien est un modèle qui conduit nécessairement vers le low-cost. C'est-à-dire que le process... différenciant, donc on se différencie par le prix. Voilà, le process, le machin, ça vous conduit à économiser centime après centime. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de réfléchir, on dit aux collaborateurs, exécute. Et d'ailleurs, à la fin des fins, le client lui-même s'intègre au modèle et devient un des éléments du process. Vous vouliez réagir, oui, Philippe? Je voulais répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Ah, il était temps. Et puis il était temps. Mais il faut le temps de la réflexion. Et ce qui a été dit là et rentre tout à fait là-dedans. Allez-y. Je disais que c'est depuis les années 70 que la France est bloquée. Les dernières études de prospective en France ont été faites dans les années 70. La Datar avait fait une étude sur la France de 100 millions d'habitants. La Datar avait fait une étude sur la France des bords de mer. Il n'y a plus de prospective en France. Les dernières études de prospective qui ont été faites sont totalement, mais bidons. Et ce que vous disiez, c'est exactement ça. C'est qu'à partir du moment où une entreprise a une vision, a un futur, qu'on travaille sur une prospective, vous dites, pourquoi ce pessimisme en France? Parce qu'on travaille sur le quotidien. On est le 19 juin, on travaille sur le 20 juin. On n'a pas de projet. À partir du moment où on travaille sur une prospective qu'on aura définie, qu'on a retenue, on sait où on va et on crée de l'optimisme et on crée de l'allant. Et tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on rattache les gens à des projets. Augustin, l'économiste que vous êtes, valide-t-il le fait qu'un pays sans projet a moins d'avenir que d'autres? Non, mais alors là, je pense qu'il faut arrêter un peu l'espèce de pessimisme ambiant. Enfin, je ne crois pas que la France soit si décalée que ça quand même par rapport au reste du monde. Est-ce qu'on a un projet en tant que pays? Mais justement, je pense que... Est-ce qu'il y en a qui en ont? Je pense que l'adaptation à ces évolutions contemporaines, c'est pas l'État doit se réformer, l'État doit changer, mais surtout pas penser à la place des individus. On voit bien qu'il y a beaucoup, c'est très pétillant les initiatives individuelles en ce moment. L'État doit juste dresser la table pour que les entrepreneurs fassent face au moins de friction possible, qu'ils ne soient pas pénalisés partout, devoir se battre partout, récupérer des subventions pour pouvoir survivre et payer la taxe. Donc c'est ça le problème de la France actuellement. Donc l'État doit se réformer, mais surtout pas penser, je pense, à la place des gens. Les gens sont en train de penser en ce moment. Il y a beaucoup, je pense, de gens qui cherchent à s'adapter. Le monde qu'on décrit pour l'entreprise actuellement, il est très proche au fond de ce qui se passe dans la recherche universitaire. C'est que l'université, c'est exactement ça. C'est l'université américaine, disons, qui fonctionne, qui arrive à se financer avec aussi des financements de l'État, mais aussi des financements de ses élèves parce qu'elle vend de l'éducation. Les chercheurs, ils passent peut-être 20% de leur temps à enseigner, puis le reste du temps, ils font de la recherche qui, en soi, ne leur rapporte pas directement de la valeur, mais qui est très importante pour l'université, parce qu'au fond, la réputation de l'université, c'est la recherche qu'elle produit. Et voilà, ce monde est en train de se généraliser, c'est-à-dire que le monde de l'entreprise est en train de ressembler un peu plus à ça. Les gens veulent pouvoir mettre leur nom en un sens sur certains projets, être dans des projets un peu individuels qui correspondent à leur propre lubie, exactement comme les chercheurs veulent trouver leur lubie et puis la poursuivre comme ça sur des horizons assez longs. Et donc la France, il n'y a pas de raison que la France ne soit pas capable d'avoir des universités ou des entreprises qui fonctionnent comme ça, mais je pense que l'État ne doit pas trop penser à cet avenir-là et chercher à le programmer. Enfin, je ne pense pas que la prospective par l'État soit la voie naturelle pour penser ce futur. Il faut laisser les gens s'exprimer. Augustin, oublions l'État. Oublions l'État. En attendant, Eric nous dit, une entreprise qui a un projet, elle va quand même plus loin, mieux que ceux qui n'en ont pas. Un pays, je pense que c'est pareil. Et très honnêtement, en tant que citoyen, je m'interroge souvent, chaque fois qu'il y a une élection, sur
Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'on s'invite dans un projet? Et quel pourrait être un projet motivant? Ça, c'est une question à tous. Qui pourrait motiver les Français, qui pourrait les faire rêver, qui pourrait leur redonner un peu envie de l'avenir? Ce serait de devenir quoi? La nation la plus écologique du monde, la plus digitale, Gilles? Est-ce qu'il y a des projets de nature à mobiliser un pays aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, s'il n'y a pas la possibilité de faire ça, je ne serai plus dans ce pays. C'est la raison pour laquelle moi je suis encore là. C'est un pays génial. C'est juste un pays que tout le monde nous envie, qui a un patrimoine extraordinaire, où les gens ont quand même un bon niveau de formation et où il y a des idées. Moi, je suis stupéfait. Effectivement, je vais souvent en Californie et il y a plein de choses qui se passent, mais je trouve que, à part si on va à TED, on ne voit pas forcément cette espèce de débat de zinc de café que les Français affectionnent TED, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas TED. TED.com, c'est une conférence, je vous invite à y aller. Vous tapez, ce soir, vous tapez TED.com. 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 Et si vous considérez que vous avez perdu votre temps, je vous invite au restaurant. Voilà. Ça. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Il n'a pas dit lequel. Hein. Il n'a pas dit lequel. C'est McDonald's. Si vous êtes nombreux, ce sera McDo, sinon ce sera un peu mieux. Voilà. Donc moi, je suis j'ai eu un problème avec TED d'ailleurs parce que je passais beaucoup de temps dessus. Mais et en plus, je pense que on est une nation qui est capable de repenser le monde, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment, c'est fini les paradigmes dans lesquels on a vécu. C'est juste terminé, quoi. On a des problèmes de transition écologique, on doit repenser. Moi, je crois qu'il y a des débats qui sont importants qui arrivent. J'ai entendu parler beaucoup de performance, etc. C'est terminé, la performance. Les machines vont devenir tellement efficaces que la place qu'on va avoir par rapport aux machines, il va falloir la repenser. Et ce n'est pas de la théorie. Moi, je le vois tous les jours. Je vais vous donner un exemple très très simple, c'est dans la médecine. Eh bien, moi, je discute beaucoup avec des gens du Bellevue Hospital à New York. Ils me disent, on prend 4 ou 5 signaux assez basiques, par exemple le feed social. On suit votre mur sur Facebook, on rajoute là-dessus votre tension, etc. Et on est capable de prédire des pathologies lourdes. On est capable de vous dire, là, dans 18 mois, vous allez avoir un cancer. Il y a un petit risque d'incident, là. Voilà. C'est un truc qu'un médecin est incapable de faire. Donc les machines vont avoir un niveau d'efficacité. À cause du data, toujours. Grâce à la data, exactement. Moi, j'ai plutôt tendance à dire grâce. Grâce à la data. Voilà. À la data. Et je crois que on va devoir dire un jour qui de la machine ou de l'homme détient la transcendance. Il va falloir qu'on décide de ça, parce que sinon on sera des sous-fifres de la machine. Et ça, je suis désolé, mais voilà de la prospective. Voilà un vrai projet. Voilà là où on doit s'interpeller. Et moi, franchement, de savoir si on va faire 3% de déficit ou 4%, je sais que c'est important, mais si c'est le prix à payer pour ne plus avoir de projet, ça me pose un problème. D'autres réponses sur ma question sur le projet? Qu'est-ce qui serait de nature à motiver un pays et ses habitants qui, pour l'instant, sont en perte de repères, en perte de projet, en perte d'envie? Il faut quand même le reconnaître, ça. Je crois que là-dessus, toutes les analyses convergent. Qu'est-ce qui pourrait les rebooster? Il y a un sujet qui est quotidien et qu'on vient de voir là, qui a... Par le foot, hein, ça, c'est pas un vrai sujet. Il y a vraiment quelque chose du registre de l'estime de soi collective. Qui est vraiment inquiétant. C'est-à-dire que, et je pense qu'alors là, de ce point de vue-là, le système éducatif est un système qui construit la destruction de l'estime de soi des acteurs. C'était presque mon dernier sujet, l'éducation, que je voulais qu'on évoque, parce qu'elle se modifie à une vitesse grande aussi. Et donc, je pense que si on doit se poser des questions d'urgence, une des toutes premières urgences est autour de comment est-ce qu'on a, en 2020, on a vu notre courbe démographique, on sera mieux placé que les Allemands peut-être, mais si c'est avec des gens déprimés, des jeunes déprimés, c'est pas sûr que ça soit mieux que des vieux optimistes. Donc, on a vraiment un sujet majeur autour de, justement, comment est-ce que on met notre système éducatif basé sur beaucoup plus d'horizontalité, beaucoup plus d'envie des acteurs, beaucoup plus de valorisation des acteurs et de capacité à élaborer ensemble et à utiliser leur... Alors, c'est aussi... Alors, je pense qu'un des grands sujets qu'on a dans l'éducation, c'est comment on passe de l'idée, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de débats de comptoir, et on a plein d'idées, et qu'une de nos faiblesses, c'est de passer de l'idée à la réalisation. Et c'est un des grands, vraiment un des grands atouts américains, c'est cette rigueur dans la mise en œuvre de l'idée. C'est-à-dire qu'ils en ont beaucoup moins que nous, des idées. Mon impression, c'est celle-là. Ils en ont beaucoup, beaucoup moins que nous, mais ils sont tellement plus rigoureux dans la mise en œuvre qu'il y en a beaucoup plus qui aboutissent à la fin.
Donc on a, on a besoin de retrouver de l'estime de soi, on a absolument besoin de cultiver cette capacité à idée qu'on a, qui est exceptionnelle, et on a aussi besoin d'un tout petit peu de travail dans la rigueur, dans la mise en œuvre. J'étais en train de regarder mes notes parce que je cherchais, j'avais un article de Michel Serres qui était passionnant sur justement l'inversion presque du sentiment de la compétence grâce à notamment par exemple pour des médecins où on arrive tous après avoir fait 3 heures sur Doctissimo et on dit, cher confrère, moi j'ai fait Doctissimo, vous avez fait médecine, c'est pareil. Donc effectivement ça chamboule un peu le rapport de force dans plein de domaines. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Je reviens là sur l'éducation, ce que donnent ces nouveaux outils et qui permettent finalement l'accès à la formation, alors à condition d'en faire le tri, de voir là où elle est pertinente. Mais qu'est-ce que ça modifie dans l'apprentissage, dans la relation d'apprenant à celui qui apprend, Gilles et puis tous les autres. Gilles, peut-être, je vous vois envie de réagir. Pour moi, c'est un des enjeux du XXIe siècle, c'est ce que j'appelle la relation entre la masse et l'expert. C'est qu'on voit bien que la masse, les gens qui font Wikipédia, est capable d'intelligence collective et de façon extrêmement performante. Mais on est aussi conscient qu'il y a des gens qui ont des expertises verticales et qui contribuent au développement de l'humanité. Et je pense que ça sera un point de friction. Ça l'est déjà, et l'organisation de cette relation sera déterminante pour le développement des civilisations. Et je crois que ça passe beaucoup par les plateformes. C'est-à-dire que les plateformes seront sans doute capables... C'est quoi une plateforme dans votre esprit? Les plateformes, ce sont les plateformes... C'est là où Wikipédia, Facebook sont des plateformes. D'accord. Autre réaction sur l'enseignement demain et sur cette connaissance partagée, peut-être Philippe et puis ensuite Augustin. Je vais citer un livre, là, il y a un livre qui a été cité tout à l'heure, c'est L'esprit démocratique des lois de Dominique Schnapper. Et c'est un livre qui est très intéressant là-dessus parce que c'est l'importance de la nation et l'importance de l'individu. Donc où on a l'expert, où on a la somme. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Il y a une place entre la nation, c'est-à-dire la collectivité, les experts, etc., et le rôle de l'individu. C'est-à-dire qu'à un certain moment, effectivement, l'individu doit arrêter d'être l'expert, d'être docteur Doctissimo. Et c'est là où il y a la prise de parole, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la prise de parole, alors c'est de l'État, je ne sais pas si c'est de l'État ou autre, mais en tout cas qui doit être important. Et cette absence de prise de parole crée un déficit. Et je prends un exemple très simple parce que ça a été vraiment caricatural. Lorsque l'usine d'Aulnay a fermé, l'usine d'Aulnay, c'est 350 hectares entre Roissy et Le Bourget. Il y avait 14 salariés à l'hectare quand elle travaillait. Il y en avait 7 ou 8 à la fin. C'est un désert. C'est un désert. On peut quand même mettre 40, 50 ou 60 salariés à l'hectare. C'est des milliers d'emplois. Donc on peut faire quelque chose de positif. Et pourtant, ça a été perçu comme quelque chose de négatif. C'est ce qui manque, c'est cet esprit de projet. Moi, j'aurais vu là-bas la plus grande zone européenne d'imprimante 3D. Voilà un beau projet. Mais, voilà. Mais on peut avoir des... Notre esprit en France a été de voir une catastrophe sur la fermeture d'Aulnay. L'arbre qui tombe et la forêt qui pousse. L'arbre qui tombe et la forêt qui pousse. Exactement. Augustin, sur ce sujet. Sur l'éducation, je pense que c'est un des sujets clés. Je ne sais pas si vous voulez en faire un chapitre entier. Il nous reste 7 minutes, donc ça va être un peu chaud. Mais c'est vraiment un de ces domaines où beaucoup de choses vont jouer pour la France. C'est vraiment un de ces domaines où elle a un avantage comparatif et en même temps, c'est sa grande faiblesse. Elle a raté des virages. Elle a transformé un peu son système éducatif en une espèce d'univers carcéral qui, en plus, ne se réforme pas, s'adapte très mal. Mais il y a un potentiel énorme. Et donc là, il y a beaucoup d'initiatives individuelles. Là aussi, je pense que le rôle de l'État, ça doit être de libérer ces initiatives individuelles plutôt que de penser à la place des gens. Je ne pense pas qu'il en ait les moyens ou que ce soit son rôle. Il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs. C'est un secteur qui doit être vu maintenant comme un secteur industriel. On a, je crois que c'est 600 000 étudiants étrangers. Voilà. Oui. Donc on peut exporter de l'éducation. Les gens aiment bien venir ici. Il y a une réputation de cet endroit pour être un endroit où on peut apprendre. Donc là, il y a une carte à jouer. Alors après, sur le modèle, il y a une incertitude. Il y a d'un côté les MOOCs qui sont ces plateformes avec grosso modo, il y a une tendance qui est que les grandes stars dans chaque domaine, les prix Nobel, vont faire un cours en ligne avec un peu de travaux dirigés, si vous voulez, adaptés au cours.
Et la question, c'est est-ce qu'il y aura de la place pour les autres, ou est-ce qu'on va entrer dans un star system où, au fond, dans chaque grand domaine, il y aura une mégastar ou, mettons, 4 mégastars qui se partageront le domaine et on apprendra, je sais pas quoi, Digital Champion. Voilà. Donc ça, c'est possible. Moi, je pense pas, c'est exactement, si vous voulez, comme... Enfin, ça fait réfléchir à ce que c'est que l'enseignement. C'est comme, si vous voulez apprendre le violon, vous n'allez pas aller sur YouTube regarder des concerts de violon. Enfin, c'est important de le faire, d'ailleurs, mais ça suffit pas. Il faut aussi avoir du feedback. Et ça veut dire que dans la manière dont on enseigne, moi, j'enseigne de plus en plus comme ça. C'est que ça ressemble beaucoup plus à votre rôle de... C'est beaucoup plus maïotique qu'avant, c'est beaucoup plus basé sur des case studies. Ça veut dire qu'il faut faire parler les gens, les faire réagir, leur donner du feedback. C'est dans un masterclass de violon, c'est l'élève qui joue du violon, c'est pas le maître qui joue du violon et l'élève qui prend des notes en se disant à la maison j'essaierai d'imiter. Évidemment que non, c'est l'élève qui joue et le prof qui explique maintenant là il vaut mieux vibrer, etc. Bon. Et donc c'est un peu la même chose en fait dans tous les domaines. De plus en plus, la manière dont on enseigne, que ce soit l'économie, les mathématiques, la philo évidemment, etc. Ça va de plus en plus être basé sur des études de cas. C'est comme ça que le business est enseigné aux États-Unis dans les classes de MBA. Ça a été inventé par un Français en fait. La méthode des case studies, des études de cas, qui est en vigueur dans les MBA, c'est un Français, un pupille de la nation de la Première Guerre mondiale qui s'appelait Doriot, qui n'a rien à voir avec le Doriot politique, mais ce type est devenu la star des profs de la Harvard Business School et c'est lui qui a défini la doctrine de l'étude de cas où, grosso modo, c'est les élèves qui parlent, qui doivent trouver la solution, et où il n'y a pas qu'une solution, d'ailleurs, c'est pas le prof qui a la formule secrète, disons, qui serait la solution, mais il y a un vrai débat sur le cas. Donc ça va ressembler de plus en plus à ça, et là aussi, c'est pas l'État qui doit définir les programmes, les guidelines, est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, dans quelle langue, etc. Il faut laisser les gens essayer, et puis les élèves choisir, surtout, pour qu'il y ait une vraie concurrence, et là aussi, ça va pas être un modèle uniforme pour tout le monde. Il y aura des trucs un peu exotiques qui se feront avec des niches. Donc ce que fait Xavier Niel en ce moment, par exemple, c'est très très intéressant, cette idée École 42. Voilà, cette idée d'une école pour des gens qui sont pas forcément, qui sont pas très adaptés au système français, comme ça, très hiérarchique, très vertical, mais qui vont développer des talents qui partent chez Google en Californie en plus. Ouais. Je ne vais pas vous prendre en traître, parce que j'aimerais terminer cette table ronde dans 3 minutes par un mot de chacun rapide, mais sur une raison de rester optimiste et d'être optimiste. Donc réfléchissez. Mais j'aimerais simplement évoquer un dernier thème, peut-être avec vous, Gilles, ou d'autres, je ne sais pas, mais on a évoqué la montée en puissance du collaboratif, on a beaucoup évoqué les nouvelles technologies. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des grands habitués des réseaux sociaux. Je pense que vous en entendez tous parler en permanence. Certains pensent que c'est juste un truc de jeunes. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une révolution totale de la façon de bosser, de s'informer, de collaborer, etc. J'aimerais juste sur celui d'entre vous ou ceux d'entre vous qui veulent s'exprimer là-dessus un mot. Comme ça permet de réfléchir aux raisons d'être optimiste en conclusion. Je vous ai vu réagir, Eric, sur ce sujet. Peut-être un mot ? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est le réseau social aujourd'hui est là vraiment le support de ce modèle totalement horizontal dans lequel je rentre en contact avec qui je veux, dans lequel je crée de la communauté sur de l'initiative, j'entraîne par rapport en donnant envie aux autres. Donc je suis énormément sur cette notion d'envie. Et alors ça peut être que simplement du plaisir, mais ça aboutit aussi sur les formes de travail les plus élaborées. C'est une mutation lourde, on est d'accord. C'est une mutation extrêmement lourde. C'est cette fameuse histoire, vous savez, de l'enzyme du sida dont on n'arrivait pas à trouver la configuration spatiale. On avait la formule et pas la configuration. Et pendant 10 ans, les meilleures équipes du monde, tous les prix Nobel travaillent sur le truc, ils n'y arrivent pas. Le MIT met un serious game en ligne qui permet aux internautes de contribuer. Et il faut 15 jours aux internautes pour trouver ce que les communautés ne trouvent pas. Et les réseaux sociaux, ça donne ce sentiment un peu de légèreté, etc. C'est ça que j'aimerais combattre, parce que c'est pas ça. C'est le reflet de ça, de ce qui est en train de se passer sur le plan du boulot, de la révolution de la façon de travailler. Alors c'est là où on dit est-ce que ça existe encore de travailler, en tout cas de contribuer, d'élaborer ensemble, c'est ça, c'est le support de ça. Et donc je pense que c'est pas du tout anecdotique, c'est une vague extrêmement profonde. Gilles, peut-être un mot sur les réseaux sociaux et on conclut. Moi j'ai plus de plaisir à lire Twitter que Le Monde. Voilà, j'en dirai pas plus, mais quand c'est bien organisé, c'est d'une efficacité incroyable.
Ok, bah ça nous suffira. Est-ce que l'un de vous veut réagir sur les réseaux sociaux avant qu'on fasse notre dernier tour de table? Oui, bah peut-être pour conseiller. Évidemment, beaucoup de gens pensent que c'est pas pour eux, etc. Twitter, c'est très naturel d'utilisation. Votre cerveau s'y adapte en quelques jours. Et c'est pas cette espèce d'invasion. C'est comme une extension, si vous voulez, du cerveau. Et je pense que c'est ça qui se joue en ce moment. C'est que le cerveau individuel est en train progressivement de se ramifier. C'est vraiment des sortes de prothèses. Et on va vers ce monde-là. On aura tous des extensions stricto sensu de hardware. Mais ça, c'est une extension directe du cerveau, comme Google est une extension du cerveau. Et ça change complètement la manière dont on mémorise, le fait qu'on a moins besoin de mémoriser, la mémoire est moins importante, mais la manière dont on va chercher l'information et dont on picore, etc., est en train de changer. Donc ça, moi, je conseille à tout le monde, n'ayez pas peur de Twitter est effectivement une manière très naturelle d'aller piocher et même d'apprendre sur soi-même sur des lignes naturelles, disons, pour faire de la recherche en quelque sorte. Chaque individu maintenant peut vraiment devenir chercheur et développer un peu sa propre lubie, justement. On parlait des lubies, je pense que chacun maintenant peut trouver beaucoup plus facilement les lubies qui lui correspondent. Philippe? Oui, les réseaux sociaux, il y en a qui ne sont pas mystérieux, c'est LinkedIn. Dans vos entreprises, si vous voulez savoir où en sont vos salariés, vous regardez où ils en sont sur LinkedIn ou Viadeo. C'est très concret. Quand ils mettent à jour, c'est qu'ils ne sont pas très bien. Ils cherchent un job, ils remettent à jour leur CV, ils le peaufinent. Il est souvent consulté. Allez, dernier tour de table. 1 minute chacun, une bonne raison d'être optimiste. Commence qui veut. Déjà parce qu'on est en meilleure forme quand on est optimiste que quand on n'est pas optimiste. Donc là, c'est en soi une bonne raison. Moi, je trouve que... Enfin, on vit un moment qui est un moment très singulier dans l'histoire de l'humanité. Et je trouve que... j'ai entendu lors de la précédente tour de table quelqu'un qui parlait du sentiment malthusien. Effectivement, il y a eu 174... fait constitué de fin du monde, c'est-à-dire tout le monde croyait que c'était la fin du monde dans quelques années, pour la plupart d'origine religieuse, mais un certain nombre d'origines scientifiques. Donc il est probable qu'on n'aille pas vers une fin du monde, même si les Français en sont absolument persuadés. Et donc ça, c'est une raison d'être optimiste, c'est qu'on est probablement en train de se tromper. Vraie bonne raison. Allez-y, Philippe. Le 11 septembre 2001, tout le monde s'en souvient. Tout le monde se souvient à peu près de ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. C'était il y a 14 ans. Tout ce que vous aviez dans vos poches n'existe plus aujourd'hui. Il y avait des francs, il n'y en a plus. Votre téléphone portable pesait 250 grammes, vous l'aviez à la ceinture. Il pèse 90 grammes, vous l'avez dans la poche. Il sert de télévision, il sert de plein de choses. Et il y a énormément de choses qui ont été changées dans votre entreprise, dans votre vie de tous les jours, dans les outils que vous utilisez. Le smartphone n'existait pas, l'iPad n'existait pas, le GPS dans votre voiture. Enfin, vraiment, tout a changé. C'était il y a 14 ans. Oui, 14 ans. Dans 14 ans, on est à peu près en 2000 ou 11 ans, on est en 2025-2030. Oui. Ça va beaucoup plus vite que ça n'a été jusqu'à présent. Ce sera comme en 2050, en gros, par rapport à ce qui s'est passé depuis 10 ans. Qu'on essaie d'imaginer, sauf que ça se passera en 2025-2030. Ça veut dire qu'on est dans une époque absolument extraordinaire. D'accélération incroyable. Où tous les marchés sont remis en cause. Et il y a possibilité de créer quelque chose sur tous les marchés. Un très, très simple exemple, c'est l'automobile. On parlait tout à l'heure de Tesla, d'Elon Musk. Et on peut parler aussi de la voiture Bolloré, comment elle s'appelle ? La Blue Car. Oui. Qui attendait ces voitures-là sur le marché ? Personne. Personne. Donc on a des chances dans tous les domaines, des grands domaines comme des petits domaines. Et ça, vraiment, il y a moyen d'être optimiste. Et en plus, je pense qu'on peut créer aujourd'hui une entreprise sans argent. Absolument. Et d'ailleurs, la Blue Car, c'est aussi une tendance qu'on n'a pas exprimée, on n'a pas eu le temps, mais cette tendance du passage de la propriété à l'usage, qui est une tendance extrêmement lourde de l'économie. On n'a plus besoin d'avoir une voiture pour en conduire. Ça aussi, ce sont des mutations et des nouveaux concepts qui arrivent à peu près chaque matin. Lequel de vous deux conclut ou plutôt une dernière? Il y a Eric et puis après une conclusion d'Augustin. Moi, ce qui me rend optimiste, c'est qu'on va dans un monde dans lequel l'intelligence des acteurs, on va avoir de moins en moins besoin d'exécutants, on va avoir besoin de gens intelligents. Et on va avoir besoin de gens qui sont intelligents, qui ont envie et qui trouvent de plaisir dans ce qu'ils font. Donc si on n'est pas capable de créer ça, on n'est pas capable de créer de la richesse. Donc c'est extrêmement positif pour l'avenir. Et j'ajoute qu'on a aussi besoin de bien-être au travail, c'est-à-dire que tout ça va avec. Le bien-être au travail n'est plus juste du nice to have juste pour répondre aux syndicats. C'est une nécessité absolue. Dans ces modèles-là, on a besoin de gens qui sont bien dans leur peau, qui sont contents d'être là au boulot. Donc tout ça me rend extrêmement optimiste. Le mot de la fin du meilleur économiste 2014 qui va le rester en 2015.
Non, mais je ne vais pas conclure sur de l'économie. Enfin, moi, je pense que la France n'est pas bloquée culturellement. Il y a un blocage de l'État, en un sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont considérés comme des zones contaminées, comme après un Tchernobyl. Donc, toutes ces grandes réformes dont on sait qu'on doit les faire, changer le code du travail, réviser la fiscalité, etc. Toutes ces réformes, au fond, les politiques sont tétanisées à l'idée que c'est pas faisable politiquement. Je pense que la France est prête, en fait, à entendre des discours réformistes, beaucoup plus que ce que les politiques ont en tête. Et deuxièmement, je pense que la France n'est pas bloquée culturellement. Tout ce dont on parle ici, les jeunes qui sortent de nos universités, de nos grandes écoles le savent et sont complètement de plein pied avec cette modernité. Donc en un sens, voilà, il ne faut pas confondre le pessimisme et l'esprit critique, cette espèce de scepticisme très français, d'être un peu grognon et tout. Ça, c'est une force dans le monde actuel de voir un peu les angles, les différents angles d'un problème. Donc le côté esprit critique, il faut le garder. C'est pas quelque chose de négatif, c'est pas un blocage culturel. Le blocage culturel, c'est juste l'appareil d'État et les réformes qu'on n'arrive pas à faire alors qu'on sait tous qu'on doit les faire depuis à peu près 20 ans maintenant. Merci à tous pour cette table ronde passionnante. C'est la fin de cette 7e édition. Merci à tous et bonne fin de journée.